tu joues toujours au basket professionnel. Comment tu fais pour jouer au basket à 41 ans? Notre départ déjà de Kinshasa, c'était pendant des guerres. Et donc, on a dû partir à l'improviste, on a dû partir. Et donc, on a quitté Kinshasa pour atterrir en Floride, à Miami. Dans la Summer League, mon premier match, je dois défendre sur Kevin Durant, qui, lui, est le deuxième pick de la draft et qui est qu'on connaît tous, quoi. The best scorer of all time. Retour, après le match à Amsterdam, on revient en Belgique, donc à Mechelen, et c'est là où je me sens vraiment pas bien, et donc je tombe malade, et pour ne pas vraiment entrer dans tous les détails, je tombe gravement malade, et je termine aux urgences, j'en ressors un mois plus tard, quoi. Pendant un mois, j'étais dans le coma, j'ai eu des opérations, j'ai eu une infection assez près du cœur qui m'a presque tué, et donc qui a fait à ce que je sois dans le coma, que je jump dans le coma, et donc c'est quand même une bataille assez forte. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Mindset. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode, vous m'avez demandé, on a eu quelques soucis techniques, mais bon, on est de retour et on va essayer de garder une bonne constance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité très spécial à mes yeux, un ancien pensionnaire de l'université d'Arkansas, mais aussi de Alabama Birmingham. Il a joué dans différents pays au basket, en France, en Italie, en Belgique. Il compte 62 sélections avec les Belgium Lions. Il a fait 2 championnats d'Europe avec ces mêmes Belgium Lions. Élu joueur de l'année, défenseur de l'année également. Et je ne pense pas que je manque autre chose. Mon frère, my brother, Wen Boss Mukubu, Pimbo, c'est comment? Merci de me recevoir. Le mindset, ça va, je vais bien. Excited to be here. Après une longue saison, on va en parler tout doucement. Mais bon, ici, c'est un peu la tradition pour les gens qui ne te connaissent pas, même si on se connaît très bien. Bien sûr. Peux-tu te présenter à notre audience? Déjà, j'espère que l'audience sait que Alex est mon frère, donc mon cousin, vraiment, first cousin. Voilà, moi, c'est Wen Boss Mukubu, joueur professionnel. Je viens de terminer ma 17e saison professionnelle dans la Ligue de basket belge. J'ai joué un peu partout comme le mindset, Alex vient de vous le dire. Et il a oublié de mentionner au Venezuela. C'était court, mais j'ai aussi joué au Venezuela. Ouais. Et sinon, voilà, c'est Wen Boss Mukubu, professional athlète professionnel. Ok, encore une fois, merci encore de venir dans le podcast. Un plaisir. On va parler de beaucoup de choses, de basket, de lifestyle dans cet épisode. Donc, tu as 41 ans. 42 dans 2 mois. Voilà. Ouais. Et tu joues toujours au basket professionnel. Comment tu fais pour jouer au basket à 41 ans? Comment est-ce que je fais? Je fais ce que j'ai toujours fait. Et je le fais plus. Je suis plus constant dans ce que je fais. Ça veut dire que comment je fais? Je prends soin de moi, physiquement, mentalement, moralement, spirituellement, je prends soin de moi, et j'ai toujours la passion du sport, j'ai toujours la passion de ce competitive spirit. Et donc, tous les joueurs avec qui j'ai joué dans le passé, qui, eux, ont pris leur retraite, m'ont bien fait comprendre que de jouer jusqu'à ce que l'envie et ce truc-là termine. Parce qu'une fois qu'on arrête, on arrête, quoi. On n'est pas tous Michael Jordan, on peut arrêter et revenir et gagner des championnats. Donc, pendant que je joue, je continuerai à maintenir mon corps, ma forme pour pouvoir jouer. Mais en jouant aussi longtemps, tu as dû changer quelque chose dans ta routine. Donne-nous un peu, est-ce qu'il y a un secret pour cette longévité ou Oui, il y a un secret. Le secret que tout le monde connaît, c'est le travail. C'est le secret. Donc, bref, il n'y a pas de secret. Mais sinon, c'est vrai que j'ai changé ma façon de travailler parce que plus jeune, le corps, il n'a pas besoin de beaucoup de repos. Il prend des muscles après 2 jours. Et en fait, le corps, il est jeune, quoi. Il est jeune et il est fort. Et c'est vrai qu'après des années, maintenant j'ai 41 ans, je passe plus de temps à prendre soin de mon corps. Donc, que ce soit de la muscu, de la recovery, tout ce qui est recovery, tout ce qui est travail musculaire. Donc, je suis à fond dedans. On season, off season, no season, vacation.
Et donc, ma femme sait que quand on est en vacances, on va à un endroit où il y aura une salle de gym ou une piscine. Comme ça, je peux continuer à m'entretenir. Et elle le fait très bien. Et de toutes les façons, that's the chief there. Donc, je pense que c'est juste ça le travail, quoi. C'est ça le secret. Ok, on va en parler un peu plus tard, mais commençons par le commencement. Bien sûr. Pour les gens qui ne le savent peut-être pas, tu es né à Keene et tu as grandi à Keene. Mhm. Comment si tu peux décrire un peu ta vie là-bas au départ et aussi comment tu es tombé amoureux du basket Ouais. Donc, je suis né à Keene le 2 août 1983. Et donc, beaucoup, en entendant cette date, beaucoup qui sont familiers avec Kinshasa ou le Congo te diront que c'était le bon vieux temps. Mais sinon, je suis né à Keene et j'ai grandi à Keene jusqu'à l'âge de 11 ans. Et bah, on a un peu chipoté à tout, quoi. Ma mère, elle était à fond dans le sport. Elle faisait du karaté, elle a fait du judo. Donc, elle nous a lancé un peu dans tous ces sports de contact comme ça, de martial art, les arts martiaux. Et puis après, j'ai essayé un peu de football aussi, de soccer, mais c'était pas pour moi. C'est pas pour moi. Je suis pas tombé amoureux du sport. Mais sinon, ma mère le début des années 90, je pense qu'elle travaillait ou elle était représentante de Puma au Congo et donc elle recevait beaucoup de marchandises, différentes marchandises, que ce soit du football, du basket, un peu de beaucoup de sports. Et donc, elle avait des balles de basket. Et donc, mes frères et moi, on en a pris une, on a mis de l'air dessus et on a commencé à essayer. Et donc, moi, personnellement, je suis tombé très vite amoureux du sport. Et donc, et puis, j'ai pu lâcher. J'ai pu lâcher. Ok. Et après, vous étiez à Keene, tu as grandi aux États-Unis. Tu as dû quitter le pays. Je connais un peu, je connais l'histoire, Bien du sûr. coup, parce que nous aussi, on a dû quitter. Bien sûr. Explique-moi un peu, quand tu es arrivé aux États-Unis, la transition entre Keene et les États-Unis, et pas n'importe où, Miami. En plus. C'est très différent. Comment tu as su t'intégrer? Comment c'était ce changement? Et petite pause avant de continuer cet échange. Si ce que tu écoutes te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Le Mindset Podcast sur YouTube, Spotify ou encore Apple Podcast. Sur cette chaîne, tu trouveras également d'autres discussions avec d'autres invités qui parlent de leur parcours, de leurs échecs, mais aussi de leur réussite. Donc, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes du podcast Le Mindset, clique le bouton s'abonner. Allez, c'est parti, je te laisse avec la suite de l'épisode. Notre départ déjà de Kinshasa, c'était pendant des guerres. Et donc, on a dû partir à l'improviste, on a dû partir. Et donc, on a quitté Kinshasa pour atterrir en Floride, à Miami. Et donc, j'avais de la famille. J'ai toujours eu de la famille aux États-Unis, donc j'en ai encore. Et donc, on est allé chez un membre de la famille qui était en Floride, à Miami. Et donc, une fois arrivé sur place, j'ai continué à essayer de jouer au basket. Je voulais continuer à jouer au basket. Comme par hasard, en jouant au basket à Kinshasa, le rêve, c'est d'arriver en NBA. Maintenant qu'on est aux États-Unis, on se rapproche un peu plus du rêve. Donc, pourquoi ne pas essayer de le vivre? Et donc, j'ai juste continué à jouer au basket. Et donc, pour la première fois, à l'âge de 15 ans, j'ai pu commencer à jouer au basket De manière organisée. Organized basketball, exactement. Ok, quel a 14 ans. 14 ans. Et du coup, là, c'est le high school, donc tu as joué en high school. Et après, voilà, un peu pour les gens qui ne connaissent pas ici en Belgique, au niveau processus pour avoir une bourse universitaire, etc., ouais. Comment ça s'est passé un peu cette journey? Bon, déjà, les temps ont changé. Les temps ont changé. Maintenant, on voit énormément de jeunes Belges, Français, Espagnols, Européens aller à l'université aux États-Unis, NCAA. Mais dans les années 90, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas d'Européens qui allaient pour aller à l'université, quoi. Bon, moi, déjà, je ne suis pas allé aux États-Unis pour aller à l'université, mais donc, j'ai joué dans mon high school. J'ai joué dans mon high school. J'ai Miami Beach Senior High. Et j'ai fait différents sports. Et dans le basket, j'ai pu avoir plusieurs bourses pour jouer à l'université. Et donc, j'ai eu une bourse de l'Université d'Arkansas. C'est comme ça que je suis allé. Mais au jour d'aujourd'hui, les temps ont changé. Et donc,
Les coachs universitaires regardent aussi beaucoup de matchs européens, des matchs espoirs ou des U18. Donc, le recrutement est différent. Dans le temps, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et je pense qu'il y a une anecdote que j'ai envie, moi je la connais, j'ai envie que tu partages un peu ici. Tu dis que tu as eu une bourse pour aller à l'université de Arkansas, mais tu faisais aussi du football américain Ouais, en high school. ouais, Et ouais. parle un peu, tu avais des offres. Ouais. Et donc, moi, une fois que j'ai intégré le high school, donc après le middle school, qui n'était pas aussi sérieux, une fois que j'ai intégré le high school, eh ben, je voulais essayer, toucher à autre chose. Je voulais toucher à autre chose. Bref, les coachs sur le campus m'ont vu et certains m'ont demandé de venir essayer un sport, d'essayer d'autres sports. Et donc, par contre, le football américain, moi, je suis allé, j'ai voulu essayer tout seul. On jouait de temps en temps avec mes deux frères au parc, mais je me suis dit, je vais tenter le coup. Et je suis allé et j'ai déjà mon coach Welsh, déjà, c'est son nom, coach Welsh. Déjà, il n'a pas voulu me laisser jouer au foot. Il m'a dit, est-ce que tu connais les règles du football américain? Je les connaissais, mais sans plus. J'avais jamais joué. Il m'a dit, c'est pas pour toi. Au final, j'ai eu 118 bourses dans tous les États, dans presque toutes les universités aux États-Unis, de bourses pour le football américain. Donc, j'ai joué la position de wide receiver, defensive end et de temps en temps strong safety. Et avec ma taille, j'étais quand même assez athlétique, j'avais quand même une bonne vitesse. Et donc, mais j'ai fait aussi des bons matchs. Donc, comme j'allais au high school à Miami, en Floride, in South of Florida, le sport numéro 1, c'est le football américain. Donc, une fois que tu domines ou que tu es bon à Miami ou en Floride en football américain, c'est presque tous les États te veulent. Et donc, après ma 4e année au high school, j'ai eu des bourses dans le football américain et aussi dans le saut en hauteur. Vite fait, c'est venu par hasard, vraiment le saut en hauteur. Et j'ai essayé, j'ai tenté. Et ma 2e année, j'ai gagné le titre de l'État de Floride dans le saut en hauteur, 7'1", 7 foot 1 inch. Et ma dernière année, j'ai terminé 2e. Mais je n'ai pas pu battre mon record de l'année d'avant. Mais bref, aussi en saut en hauteur, j'ai eu des tonnes et des tonnes de bourses, donc des bourses scholarship, comme on dit, full scholarship, comme on les appelle. Donc, tu as eu plus de 100 bourses dans le football américain. Ouais. Mais est-ce que dans le basket, tu avais autant de bourses d'études? Non, pas du tout, pas du tout. Mais dans le basket, pourquoi déjà de 1, je dis en Floride, le sport numéro 1, c'est le football américain. Donc, il y a beaucoup plus d'attention sur le football américain déjà de 1. Donc maintenant, c'est différent, les temps ont changé. Il y a énormément d'athlètes maintenant en Floride qui jouent aussi au basket, qui deviennent professionnels, bien sûr. Mais dans le temps, beaucoup de jeunes qui étaient athlétiques ou qui avaient des capacités athlétiques se disaient je vais aller pour le football américain parce que déjà de 1, il y a plusieurs picks dans la draft. De 2, les équipes ont besoin de plus de 100 joueurs. De 3, bref, on dit que c'est beaucoup plus facile d'être drafté en football américain qu'en basketball. Donc, mais moi, c'est l'amour c'est l'amour depuis toujours, donc l'amour du basket. Donc, je voulais continuer à jouer au basket, donc j'ai préféré choisir une bourse de basket. Et dans le basket, je pense que j'en avais pas plus de 10. Et mais voilà, j'ai préféré choisir une bourse dans le basket. Et il y a un article qui est sorti à ce moment-là. Ouais. Quand tu as choisi d'aller jouer au basket. Ouais. Parce que tu avais des grosses universités. Tu avais de U, ouais. Université de Miami. qui à l'époque, c'était de U. La crème de la crème. La crème de la crème. Ouais. Et il y a un papier qui est sorti dans le journal à cette époque-là où un journaliste avait écrit quelque chose. Explique un peu. Ouais. Et donc, déjà, à 1m97 que je mesure, avec la vitesse que j'avais et la détente, on va dire, ma vertical que j'avais, c'était déjà assez ou énorme pour déjà peut-être avoir un shot à la NFL, quoi. Qu'en NBA, les gens de ma taille et de ma vitesse et de mon saut, il y en a des centaines, quoi. Et donc, après ma dernière année high school, secondaire,
ben, j'ai décidé de signer une bourse d'études dans le basket. Et il y a un article, il y a un journaliste qui a sorti un article pour dire que c'était... ben, j'avais pris la pire décision des 15 dernières années des athlètes sortant de Floride. Donc, C'est dingue, ça. mais bon, c'était son opinion, c'est mon opinion. Mais j'en ai encore des amis de temps en temps qui me disent ah, t'aurais dû jouer au football américain, t'aurais dû. Mais bon, je pense pas que j'aurais joué jusqu'à 41 ans, quoi. Non. Ouais. Qui sait, mais bon, voilà, après, Ouais, c'est vrai. t'as qui sait, choisi qui sait. where the love was. Yes. Donc voilà, c'est le plus important. Ouais. Mais t'as pas choisi n'importe quelle université non plus, parce que à Ouais. cette époque-là, l'université d'Arkansas, Ouais. c'était quand même, ils sortaient d'un National Championship, Ouais. c'était 40 Minutes of Hell avec coach Nolan Richardson. Exactement. Donc c'était quand même une grosse université. Ouais. Parle-nous un peu de manière générale de ton expérience là-bas et aussi de ton expérience universitaire de manière générale. Ben, déjà, venant de Miami et de Floride, et aller dans un état comme l'Arkansas, Fayetteville, Arkansas, c'est déjà un grand changement. Déjà, la vie, elle n'est pas la même. Il n'y a pas les plages, les palmiers et tout. Mais sinon, la vie en général, elle est déjà elle est différente. Mais Fayetteville, la ville de Fayetteville, en fait, la ville, c'est l'université, quoi. Il y a rien d'autre. Toute la ville de Fayetteville, c'est l'université d'Arkansas. Donc, où que tu ailles, quoi que tu fasses, eh ben, tu es sur le campus, quoi, à tout moment. Et donc, ça, c'était un choc, mais total. Parce que déjà, j'avais jamais vu, j'avais jamais vécu. J'avais fait une visite, mais je ne m'étais pas rendu compte, quand j'ai fait ma visite, que c'était comme ça, quoi. Donc, toute la ville, donc c'est énorme. L'université s'étend à des kilomètres incroyables. Mais bref, Arkansas, j'ai signé avec l'université d'Arkansas. La première raison, c'est le coach, Nolan Richardson. Nolan Richardson, qui est un basketball coach Hall of Fame in basketball. Et donc, c'est une légende dans le basket. Et donc, moi, je l'ai rencontré l'été avant ma dernière année du high school. Je l'ai rencontré à Orlando pour le AAU National. Donc, c'est le tournoi national de toutes les traveling teams AAU. Et il m'a dit que j'étais le profil qu'il cherchait. Et que pendant ce temps-là, eh ben, eux, ils allaient perdre Joe Johnson, qui a fait grande carrière en NBA aussi dans plusieurs équipes, All-Star. Et eux le perdaient. Et donc, ils voulaient ramener des joueurs de ce profil-là. Et donc, moi, j'avais ce profil-là. Et donc, ils m'ont bien expliqué qu'il y avait moi, il y avait Andre Iguodala, et il y avait Rashad Sullivan et Brandon Tobias qu'on recrutait à l'université d'Arkansas pour fill in ces spots. Et donc, c'était une grande université parce que c'est vrai qu'ils avaient gagné le National Championship quelques années juste avant. Et donc c'était pas... le choix, il n'était pas mauvais, quoi. Non, c'est sûr. Et du coup, quand tu es arrivé là-bas, tu as eu du temps de jeu. Comment ça s'est passé? Ben, une fois arrivé sur le campus, je n'étais pas en connaissance qu'il y avait des problèmes avec l'université. Donc, le coach et l'université avaient quelques problèmes. Et donc, l'université a décidé de virer le coach avant que je puisse jouer pour lui. Et donc, eux ont dû engager un autre coach qui ne nous avait pas recrutés. Et donc, ça a été un peu compliqué. La première année, pas autant. Mais la deuxième année, une fois que lui, il a eu l'été, le temps de pouvoir recruter les joueurs que lui voulait, eh ben, la deuxième année a été un peu plus dure. Donc, la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de changer d'université et d'aller à l'université d'Alabama, à Birmingham, où était allé l'assistant de Nolan Richardson, qui est Mike Anderson. Et comme je connaissais, on avait une très bonne relation, j'ai décidé de le rejoindre à UAB. C'est là où j'ai fait, on va dire, le plus de dégâts universitaires. Ok. Ouais. Et donc, après UAB, donc, tu fais ta Arkansas, puis UAB. Et puis après, à un moment donné, bon, l'université, c'est fini. Du coup, comment ça se passe, le processus pour... tu te dis quoi? Là, après l'université, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu te dis, bon, j'ai un shot pour la NBA ou tu te dis, bon, la NBA, ça va être compliqué?
Mais la NBA, ça a toujours été the bigger picture. Depuis le high school, depuis la première année universitaire, depuis ça a toujours été le bigger picture, la NBA. Et le rêve, quoi. Et donc, une fois que je suis arrivé à UAB, déjà la plateforme, elle était là parce que UAB, c'était une équipe montante. Et donc, mon coach Mike Anderson avait gagné. Il avait eu plus de 2 saisons de plus de 20 matchs gagnés. Et donc, ils étaient vraiment en montée. Donc, moi, quand je suis arrivé, on a eu un très bon groupe. On a joué le NCAA Tournament à 2 reprises. On a battu Kentucky, University of Kentucky au Tournament. Et puis, on a perdu contre Kentucky l'année d'après dans le NCAA Tournament qui avait Rajon Rondo et d'autres grands joueurs, pour ne citer que Rajon Rondo. Mais voilà, donc à l'université, quand tu joues contre des joueurs qui sont projetés number 1 pick, number 2 pick, number 3 pick, et que toi, tu hold your own, tu penses toujours que tu as un shot à la NBA. Et donc, après ma première année, on a fait une grosse saison. The fastest 40 minutes of basketball. Ça, c'était notre façon à nous de jouer. Mike Anderson, c'était ça son thème, The fastest 40 minutes of basketball. Il a gagné, on a gagné cette saison. Et donc, lui, il a eu une promotion pour aller à l'université de Missouri. Et donc, il a dû nous quitter. Et encore une fois, lui, il a fait le pas en avant. Et donc, il est allé à l'université de Missouri qui est une très grande université dans le basket aussi. Donc, moi, on a dû engager un nouveau coach, Mike Davis, qui, lui, venait de l'université d'Indiana. Et donc, on a dû, on ne va pas dire recommencer à zéro, mais reconstruire toute une trust et reconstruire toute une relation, Et donc, c'est difficile de le faire en une année. Mais bon, le rêve restait quand même la NBA et on a fait du mieux qu'on pouvait. Et à la fin de ma dernière année universitaire, j'avais quand même des stats convaincantes. Qui te permettaient qui me permettaient d'entrer dans la draft. Et je me rappelle bien, c'était mon assistant coach DOD, Mike DOD. J'avais jamais, moi personnellement, j'avais jamais été intéressé de jouer à l'étranger, en Europe. Je ne suivais pas le basket européen, je ne regardais jamais l'Euroleague, j'avais jamais regardé un match européen. J'ai regardé les Jeux Olympiques, mais pas de match européen. Le coach DOD, à la fin de la saison, il me dit, il est from Chicago. Il me dit, boy, you got a chance, boy. J'ai dit, a chance. J'ai dit, une chance pourquoi? Il me dit, une chance pour devenir pro. Mais c'était pro en général. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? On va tenter. Et donc, on a tenté, on s'est donné les moyens et c'est comme ça que j'ai atterri en Summer League, en NBA. Ok, mais donc tu as mis ton nom à la draft, mais t'as pas été... Non, j'ai pas été drafté. Donc, j'étais sur le draft board. Donc, comment ça fonctionne? En fin de saison, la plupart des joueurs, dans le temps, après la saison, pouvaient engager un agent. Donc, une fois que tu engages un agent, l'agent te shop around un peu. Et puis t'emmène par-ci, par-là. Et puis, si possible, il te set up des workouts avec certaines équipes qui ont des picks pendant la draft. Et donc, moi, j'ai fait mes workouts avec les Miami Heat. J'ai fait avec les Washington Wizards. J'ai fait avec les Seattle Supersonics dans le temps, qui est Oklahoma City maintenant. Mm-hmm. J'ai fait le workout avec Utah Jazz. Et j'ai fait un autre workout avec Orlando Magic, je pense. Je pense, avec Orlando Magic. C'était un workout, mais il y avait d'autres équipes qui étaient venues. Et donc, à la fin de mes workouts, il y avait 2-3 équipes qui étaient intéressées. Donc, ils ont contacté mon agent pour dire qu'on est intéressé. Mais bon, ça, j'étais pas un lottery pick, ce qui veut dire que j'étais pas un des 10 premiers choix, encore loin, un des 20 premiers choix, je l'étais pas. Mais
il y avait des chances que tu puisses arriver en deuxième tour si une équipe t'aimait vraiment ou avait besoin d'un joueur de ton profil. Et donc, on a tenté la chance et donc, on a eu le retour des Utah Jazz qui, eux, avaient un pick au 21e pick ou 25e pick, je ne me rappelle plus très bien, et puis ils avaient un autre pick au 49e pick. Quelque chose comme ça. Bref, eh ben, au 21e pick, eux choisissent Morris Allman, qui venait de Rice University, et contre qui j'ai joué l'année d'avant, donc ma dernière année universitaire, et je pense que I got the best of him. Et on jouait exactement la même position, mais un scoreur de fou. Il avait une moyenne de presque 28 points sa dernière année universitaire, donc c'était vraiment clear cut. Mais je pensais que ce match-up était un bon match-up, donc je me disais que j'avais des chances aussi. Mais eux ont choisi Morris Allman au premier tour. Et donc, parce qu'ils avaient choisi un joueur de mon profil au premier tour qui était encore available sur le board, et ben au deuxième tour, ils ont préféré drafter un big man qui était Fesenko, un Ukrainien, Fesenko d'Ukraine, avec qui j'ai joué en Summer League après, un sympa. Mais voilà, donc comme ils avaient drafté Morris Allman au premier tour, et ben au deuxième tour, ils ont préféré prendre un big man. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, l'équipe qui était la plus intéressée n'a pas pu me drafter. Ok. Donc après, quand tu n'es pas drafté, tu peux toujours te faire appeler pour la Summer League. Exactement. Et donc, comme tu l'as dit avant, c'est les Utah Jazz qui t'ont dit, bon, on ne te drafte pas, mais viens quand même à la Summer League, voir, te montrer et voir ce que tu peux faire. Exactement. Et du coup, comment ça se passe, cette Summer League-là? Tu as quand même joué contre Kevin Durant. Ouais. You know who I am? Yeah. You know I'm Kevin Durant. I'm Kevin motherfucking Durant. Non, mais l'expérience, elle est extraordinaire, vraiment. Parce que, voilà, après la draft, tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu, moi en premier. Mais je me rappelle, je suis à Portland. Je suis à Portland pour la draft avec mon agent et on regarde. Et donc, juste à la fin de la draft, quand les Utah prennent Fesenko, le téléphone de mon agent, il sonne. Mon agent, il répond. C'est les Utah Jazz qui disent qu'on est toujours intéressés et on voudrait qu'il vienne jouer pour notre Summer League. Et qui sait, peut-être qu'on peut le drafter dans notre D-League team. Dans le temps, c'était D-League et pas la G-League. Et peut-être avoir des call-up de NBA. Donc, donc mon agent a pensé que c'était ça la meilleure solution. Et donc, on a fait exactement ça. Donc, on a 1 jour plus tard, j'ai pris l'avion et je suis directement allé à Salt Lake City, Utah, où j'ai rencontré un coéquipier à moi de l'Université d'Arkansas, qui est Ronnie Brewer, qui lui était lottery pick une année avant. Et pendant 16 années à Arkansas, lui, c'était l'homme de l'équipe et moi, j'étais un backup. Et on s'est tous les deux retrouvés à Utah Jazz pour le Summer League. Et lui, c'était sa 2e année, donc il connaissait un peu. Donc, il m'a un peu encadré, il m'a un peu parlé de qui aime quoi, comment les choses se passent. Et donc, l'expérience a été extraordinaire parce que dans la même Summer League, Ronnie Brewer, il joue plutôt plus ou moins ma position. Et donc, un jour avant le début de la Summer League, lui se blesse. Alors, quand lui se blesse, ça m'ouvre encore plus d'opportunités. Et donc, moi, j'ai pu non seulement jouer, mais intégrer aussi le starting five, certains matchs. Et donc, mon premier match dans la Summer League, je dois défendre sur Kevin Durant, qui, lui, est le 2e pick de la draft et qui est qu'on connaît tous, quoi. Mais qu'est-ce que c'est qui est arguably the best scorer of all time. Mais qu'est-ce que ça te fait de dire, bon, demain, je joue contre Kevin Durant? Comment c'était l'expérience et what was it like? Mais c'est mixed feelings, man. Les émotions, elles sont all over the place. Mais sinon, c'est you embrace that moment, you know? C'est vraiment un truc où tu te dis, en fait,
j'attendais que ça. Mais bien sûr, la veille, tu sais que tu joues Seattle, Supersonic, mais tu sais pas s'il va jouer parce que la plupart des lottery picks, c'est the game time decision. Et puis après, ils préfèrent pas le jouer parce que voilà, il vaut beaucoup d'argent. Et donc, et juste pendant le warm-up, je regarde, je vois qu'il est vraiment là. Et que voilà. Et donc, avant le match, il y a le petit debriefing. Le coach, il a son tableau et il va sur les match-ups. Parce que c'est Summer League, donc il n'y a pas de préparation de vidéo, il y a pas. Et donc, juste avant le match, il montre sur le board et il montre clairement que Wayne, tu vas défendre sur Kevin Durant. Et c'est écrit sur le côté « Good luck ». Mais non. Mais il y avait des trucs pour chaque joueur. Point guard, fast, force him left, shooting guard, chase screen, et puis il y a Kevin Durant. Et puis, good luck. Et c'est bonne chance parce qu'en fait, il sait tout faire, quoi. Et donc, extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Et bref, on gagne le match. And you hold your own. Au moins, on gagne le match. Il marque quand même ses 27 points, mais il en prend 22. Il prend 22 shots, il en marque 27. Un joueur fantastique, mais moi, j'en marque 12 et on gagne le match. Donc, you hold your own. I won my match-up. Exactement. Ok. Et donc, après ça, donc Summer League. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après la Summer League, alors? Après la Summer League, ça s'est bien passé, très bien passé, la Summer League. Et donc, après la Summer League, les Utah Jazz décident de me drafter dans leur équipe de G-League, de D-League. Et dans le temps, c'était différent. C'était pas la G-League, c'était la D-League. Mais attends, je push back un peu. Avant ça, il n'y avait pas eu des touches avec Miami? Ah si, bien sûr. Quand Utah Jazz ne m'a pas drafté, j'ai fait la Summer League avec les Utah Jazz. Et puis après la Summer League des Utah Jazz, les Miami Heat voulaient que j'aille faire le camp, un mini-camp. Et donc, je suis allé faire un mini-camp chez les Miami Heat où le coach maintenant, Eric Spoelstra, était dans le temps video coordinator et il faisait aussi beaucoup des workouts. Donc, il était aussi on faire workout. Et donc, c'est lui qui nous faisait des workouts pendant la journée. Donc, quand j'étais à Miami pour le mini-camp, il y avait moi, il y avait DeQuan Cook, il y avait Dwayne Mitchell et Penny Hardaway, qui, lui, voulait se relancer sa carrière. Et, mais une expérience aussi incroyable, parce que Penny Hardaway, en grandissant, Penny Hardaway, c'était un des joueurs mes joueurs favoris, quoi. Et donc, pour me retrouver encore une fois à se battre pour un spot dans une équipe et que Penny Hardaway soit en face de moi, encore une fois, c'est un truc inimaginable, quoi. Ok. Et donc là, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi it didn't work out? Mais déjà, ils avaient drafté DeQuan Cook qui jouait plus ou moins ma position. Eux, ils étaient intéressés par moi aussi parce que le style donc, que je jouais donc, était agressif, get in the paint, défensif. Des fois, il y a un seul spot et ils invitent 10 joueurs. Et donc, c'est vraiment the Lion's Den. Donc, et c'était ça le cas. Et donc, eux, il y avait une place ouverte et on était peut-être 8. Et donc, tous les jours, on s'entraînait. Tous les jours, on devait train avec Eric Spoelstra. Et au final, ils nous ont annoncé. Au final, c'est Udonis Haslem, que moi, je connaissais parce qu'il est de Miami. Et that's my OG for Miami. Dans le vestiaire, c'est lui qui me dit qu'ils allaient garder Penny Hardaway. Donc, il me disait, si tu as d'autres options ou si tu as vraiment quelque chose, il faut regarder parce que moi, je te dis que c'est Penny qu'ils vont garder parce qu'il y a Shaq qui était toujours là. Et donc, Penny avait joué avec Shaq à Orlando. Et donc, c'était un truc un peu... Et aussi, il avait joué en NBA, il avait un résumé. Et c'est Penny Hardaway. Donc, au final, ils ont pris Penny over me, Dwayne Mitchell and a couple other guys. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, la NBA,
c'est compliqué. Tu commences à regarder l'Europe ou tu dis, je vais aller en D-League? Oh, non, à ce moment-là, j'ai pas encore pensé à l'Europe. À ce moment-là, je me dis que j'avais déjà vu des joueurs le faire et je me disais que c'était possible. Mais bon, comme mon agent et moi, on s'est assis, on a parlé, il m'a montré les différentes options, et ben, j'ai pris l'option d'Europe. Ça, c'est un peu plus tard, mais parce qu'il y avait l'option d'aller en D-League. Et dans le temps, D-League, il n'y avait que 2 contrats, le contrat A et le contrat B. Et aucun des 2 contrats ne payait plus de $3 500, $4 000. Donc. Et puis, j'avais une autre option qui était d'aller en Europe et de toucher 5 fois plus, quoi. Et on a choisi l'option de toucher 5 fois plus. Logique. Je pense. Mais tu t'es pas dit que... Enfin, après, tu t'es dit, bon, je vais en Europe, la NBA, c'est fini, ou tu t'es dit, je vais en Europe, I'm gonna do work, then come back? Non, mais c'est ça. La conversation avec Udonis Haslem, c'était la même aussi, parce que lui, il a fait. Ouais, Il a fait. Il n'a pas été drafté, il est allé en France. Et donc, après sa saison en France, les gens ne connaissent pas UD. UD, c'était une boule. Et donc, sa saison en France, il raconte son histoire dans un des podcasts ou dans un des interviews. Sa saison en France, il n'a pas aimé la nourriture. C'est sa première fois qu'il quittait l'État de Floride. Udonis, il est de Miami. Il est allé à l'université, à University of Florida, avec mon frère. Et puis après ça, il est directement allé en France. Cholet ou Chalon, une des équipes. Et donc, il n'a pas aimé la bouffe. Il n'a pas aimé la bouffe. Il a perdu énormément de poids. Une 30aine de kilos, quoi. Et donc, il a réessayé l'année d'après en Summer League. Et il a fait 20 ans de carrière après. Ouais. Et donc, c'était aussi une motivation dans le sens... Donc, une fois que l'offre en France est arrivée, qui était, on va dire, plaisante, quoi, financièrement, mon agent m'a dit clairement, fais ta saison, et puis fais une bonne saison, et puis on verra les options après, parce que non seulement tu auras de l'expérience, mais certains joueurs l'ont déjà fait dans le passé, donc c'est possible de le faire aussi. Donc, j'ai joué ma première saison au Havre, en Pro A. Je pense qu'en tant que rookie, je pense que j'ai fait une très bonne saison. Je tournais à presque 12 points et 5 rebonds de moyenne. En un rookie, sortant d'université, je pense que c'est correct. Et donc, en fin de saison, on a commencé à avoir des feedbacks que certaines équipes voulaient que je revienne pour retenter la chance, quoi. Ok. Et du coup, cette première expérience en France, tu l'as aimé? Tu as vécu ça comment? Parce que ça faisait des années que... Enfin, tu es parti de Keene aux États-Unis. Tu n'avais jamais vécu une full year en Europe, tout en jouant au basket. Tu as vécu ça comment, ta première... Ma première année en France, je dis que j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance parce que j'ai joué pour un coach qui était extraordinaire, mais dans le bon sens, quoi. C'est Christian Manchot, un coach extraordinaire, un coach très mathématique et un coach un bon formateur, quoi. Beaucoup de bons joueurs, grands joueurs sont passés par lui et certains ont fait la NBA et d'autres ont fait l'Euroleague pendant de longues années. Et donc, mais l'expérience j'ai vraiment aimé l'expérience parce que déjà c'était le championnat français qui était un championnat très athlétique, donc up and down, qui, je pense, fits me, donc qui m'allait, et up and down, qui ressemblait un peu à la ligue NBA parce que c'est beaucoup de possession. Et puis c'était un championnat tremplin parce qu'il y a énormément de joueurs français qui allaient en NBA donc il y a beaucoup de scouts qui viennent voir les matchs en France dans la Pro A. Et donc j'ai joué avec des joueurs qui avaient de l'expérience. John Cox, un cousin à Kobe Bryant, John Cox. J'ai joué avec TJ Thompson, qui est maintenant coach à une université aux États-Unis. J'ai joué avec Marcellus Somerville et J.K. Edwards, et aussi Fabien Causeur, qui a joué plusieurs années au Real de Madrid et puis maintenant qui joue à Milan. Et donc l'équipe, on avait une bonne équipe. Et donc, et ça m'a beaucoup aidé.
Et donc, mon expérience la première année, je pense que c'était une expérience très, très, on va dire, fruitful. Ça m'a énormément aidé dans ma carrière. Mais c'était quand même mixed feeling parce que je pense qu'à la fin de cette saison-là, tu te blesses. Exactement, exactement. À la fin de la saison, vraiment en fin de saison, je me blesse. J'ai des ligaments croisés. Et ça me casse. Ça casse mon élan, quoi. Ça casse mon élan. Donc, ça veut dire que le rêve d'NBA, l'image NBA, il faut la repousser ou carrément l'annuler. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans la rééducation pendant plus de 10 mois. Ça veut dire qu'il faut un travail mental, un travail physique et donc perdre toute une année, quoi. Et en anglais, on dit out of sight, out of mind. Mais les talents, ils viennent... C'est un cycle, quoi. Les talents, c'est chaque année, chaque 6 mois, c'est un cycle. Et donc, une fois que tu rates un cycle et que tu as la chance de te rattraper, c'est déjà une chance. Mais une fois que tu rates 2 cycles, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai dû faire une rééducation de mon genou pendant presque toute une année. Et donc, j'ai raté un 2e cycle, quoi. Et enfin, les gens se rendent peut-être pas compte, mais on est plus de 10 ans en arrière. Les ligaments, Ah oui, on est plus de 10 ans en arrière. Les ligaments Ah ouais. croisés, c'est fin à de cette carrière. époque-là, Ah ouais, c'est ouais. fin de carrière. Ouais, C'est plus exactement. comme maintenant. Maintenant, Exactement. c'est un peu comme maintenant si tu faisais une rupture du tendon d'Achille. Exactement. À cette époque, c'était les ligaments croisés. Donc, comment tu as vécu cette période où tu te dis, bon, je suis en rééducation, c'est toujours difficile quand on est blessé. Tu vois les gens avec qui tu jouais, peut-être qui sont en train de shine et d'augmenter. Tu te dis, ah, si je pouvais jouer, ça aurait été moi. Ouais. Comment tu vis cette période mentalement? Oh, ouf. Mais je pense que c'était ça le plus dur, le mental. Ben, au début, on n'est pas familier avec la blessure parce que je ne l'ai jamais eu. Et donc, en faisant des recherches et en demandant, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il n'y a pas d'autre façon. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Donc, ça veut dire que le tendon ou le ligament, le nouveau ligament doit se mettre en place et puis guérir. Et puis, donc, ça prend le temps que ça prend. Et donc, une fois que je me suis rendu compte du temps que ça prend ou du temps que ça prenait, eh ben, tu tombes dans un cas de dépression un peu. Et donc, c'est tout à fait normal. Bon, tout à fait normal. Dans mon cas, oui, je pense que je suis passé un peu dans la dépression. Parce qu'encore une fois, je ratais ma chance, mais en plus de ça, je faisais plus ce que j'aime faire. Et il fallait de la rééducation, et il fallait payer les rééducations, il fallait être loin de tout le monde. Et donc, ce temps-là que ça a pris, eh ben, c'est quand même assez dur. Et ça m'a beaucoup appris, en fait. Beaucoup, énormément. Ouais. Et comment tu t'es remis sur les... Allez, how did you bounce back? Le bounce back, ça m'a coûté cher quand même, le bounce back. Le bounce back m'a coûté cher parce que je voulais vraiment à tout prix revenir. Mais je voulais revenir in the best shape ever, vraiment. Et donc, un ami à moi, Paps Mansabansu, qui est maintenant president of the New York Knicks G League team, ou general manager, un des deux, Paps Mansabansu, c'est lui qui me parle d'un chirurgien à Alabama, donc là où je suis allé à l'université, et qui me dit que c'est le meilleur au monde. Ah, je me dis, le nom du chirurgien, c'était James Andrews. Et donc, il me dit, tu vas le voir, je te promets. J'ai travaillé avec lui. Eh bien, je vais le voir avec Paps. Et la fois où je croise Kim Kardashian pour la première fois, c'est à son facility parce qu'elle est là. Et pour le moment, c'est la copine de Reggie Bush, le joueur de football américain. Et donc, qui, lui, était en train aussi de suivre un truc pour son genou. Et donc, je vais le voir, le monsieur James Andrews, et il m'explique que voilà, c'est possible, c'est pas trop tard, et qu'on
on peut me rattraper et que je pourrais Pourquoi retrouver. c'était pas bien fait? Ça n'a pas été bien Pas fait? la chirurgie, mais la rééducation. Ok, Donc la ok. rééducation, mais c'est de ma faute. 100% de ma faute. J'ai pris le vol de Paris à Miami 2 jours après mon opération. 3 jours après mon opération. Je n'ai pas recommandé. Donc ma jambe, elle a gonflé. Et donc, tu ne peux pas faire de rééducation pendant qu'elle est gonflée. Donc, tu dois attendre. Ouais. Et donc, une fois que j'ai pris l'avion de Paris à Miami, ben, j'ai dû attendre 1 semaine, presque 10 jours pour recommencer petit à petit. Et puis, donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Et dans ça, c'est toujours le temps, quoi. Tu dois pas perdre de temps dès le début. Et donc, j'en ai quand même perdu du temps. J'ai perdu peut-être 3 semaines. Donc, et jusqu'aujourd'hui, j'ai un problème d'extension et de flexion, quoi. J'ai pas tout retrouvé. Mais c'est à cause des 3 premières semaines. Et donc, lui, il me dit que c'est pas trop tard et qu'on pouvait rattraper tout ça. Et donc, ça a coûté, quoi. Mais ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné. Ça a coûté, mais ça a fonctionné. Et il savait exactement de quoi il parlait. Et j'ai pu me retrouver sur le terrain, quoi. Ouais. Et du coup, après ça, tu vas jouer où alors? Après ma rééducation, je signe en Italie et je vais chez Benetton, Treviso. Une grande équipe, très grande équipe, qui n'existe plus d'ailleurs, mais une très grande équipe. Benetton, c'est là où D'Antoni a coaché, c'est là où Tony Kukoc a joué. Et je pense que Andrea Bargnani aussi est sorti de là. Et donc, c'est un grand club, quoi. C'est Treviso, c'est là où ils ont le camp de Adidas maintenant, des prospects, NBA prospects, chaque été. Et j'arrive à Treviso et je fais les tests médicaux et on me dit que je ne suis pas prêt à jouer. On me dit que ça encore 1 mois et demi. Mais ils décident de me garder. Et donc, ils décident de me garder dans le club. Je continue ma rééducation et une fois que je suis prêt, je peux commencer à me lancer, à rejouer. Et là, je suis dans l'équipe. Il y a Gary Neal. Gary Neal qui est joueur qui a joué avec les San Antonio Spurs, qui a fait une longue carrière aussi en NBA. Et je suis avec Gary Neal et Deshaun Woods. Et donc, eux prennent soin de moi et eux m'aident un peu dans tout ce que je dois faire. Et après 1 mois et demi, 2 mois, je suis prêt à jouer. Et une autre équipe italienne décide de m'acheter. Donc, avant que je puisse jouer un match officiel. Donc, on a joué quelques matchs amicaux parce que c'était toujours dans la pré-saison. Mais je n'ai pas joué de match officiel. Et donc, avant que la saison commence, une autre équipe m'a appelé et a voulu m'acheter. Donc, je suis parti. En Italie, j'ai quand même fait différents clubs. J'ai fait donc Benetton, j'ai fait Monteganaro, qui n'existe plus. J'ai fait Pistoia, j'ai fait Ferrera. Et donc, c'est pendant ce temps-là, au fait, que j'ai fait la plupart de ces équipes italiennes. Et j'adore l'Italie, ma femme est italienne. Ciao, belle. Ma femme est italienne et Elena, je t'embrasse. Mais j'adore l'Italie. J'adore la culture, j'adore les gens. Et c'était aussi une très bonne expérience. Ouais. Ok. Non, c'est... Du coup, après, donc tu fais ces clubs-là en Italie, mais comment tu as atterri en Belgique? Ouf, la Belgique. Mais c'est juste après, au fait. C'est juste après l'Italie. Juste après l'Italie, je joue à Strasbourg. Je vais à Strasbourg et je remplace un joueur blessé, Alain Digbeu. Je le remplace et donc je ne joue pas toute une saison. Et donc après Strasbourg, je rentre en Italie et je dois venir en Belgique parce que ma fille, elle doit naître en Belgique, quoi. Et donc j'arrive en Belgique et donc on décide, moi et l'équipe, de rompre le contrat. Donc je viens en Belgique parce que ma fille, elle devait naître prématurée, donc il y avait beaucoup de chance à ce que ça se passe mal. Et donc je viens sur place ici en Belgique et donc je suis en Belgique. Ma fille est née et puis je me dis pourquoi pas jouer en Belgique, quoi. Pendant que j'y suis,
on va regarder et on va voir si c'est possible de jouer en Belgique. Et c'est comme ça que j'atterris en Belgique pour jouer pour Liège Basket. Donc je vais à Liège, je prends le train, je vais à Liège et je rencontre Dario Gergia. Et donc c'est lui le premier coach à me signer en Belgique à Liège. C'est comme ça que j'atterris en Belgique. Vraiment un hasard, quoi. Ok. Ouais. Donc tu signes à Liège. Ouais. Et bon, après, voilà, tu as joué toutes ces années en Belgique. Et à un moment donné, tu vas avec... tu fais une campagne avec les Belgium Lions. Ouais. Comment tu peux décrire cette expérience avec les Belgium Lions? Et surtout, reviens sur le tomard que tu as fait. Précisément. mais On revient particulièrement sur le tomard que tu as fait sur Rudy Gobert. Ah ouais. Ah, le bon vieux temps. Incroyable. Mais... Commençons par le tomard et après parlons de l'expérience. Ah, l'expérience en équipe nationale, une expérience... Vraiment, je pense que c'est tout ce que j'ai toujours voulu, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que jouer contre les meilleurs, quoi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, jouer contre les meilleurs. Parce que c'est là où tu devrais être le meilleur de toi-même, quand tu joues contre les meilleurs. Il n'y a pas plus grosse motivation. Et donc, jouer en équipe nationale, c'était une expérience incroyable. Déjà, ça m'était jamais passé par la tête. Et je reçois un appel, et puis une invitation, et puis j'y vais. Et bref, pas la première fois, mais la deuxième fois... On va pas parler de la première fois, mais la deuxième fois, je suis repris et donc je rejoins un groupe formidable. Un groupe avec Axel Hervel, Jonathan Tabou, Guy Mouya, Christophe Beguin, Roel Moors, un groupe incroyable. Et on a une grosse chemistry et donc on a arguably the best Belgium team thus far. Parce qu'on va le plus loin, et je pense pas ils l'ont fait depuis. Mais bref, en équipe nationale, tu joues contre tous les gros noms européens, quoi. Tu vas en Espagne, tu as les frères Gasol, tu vas en Turquie, tu as celui qui a joué à Orlando, comment il s'appelle? Michael Jordan of Turkey, Yes. Edo Turkoglu. Turkoglu, mais un fort, incroyable. Tu vas en France, tu as toute l'équipe. T'as Tony Parker. T'as toute l'équipe. T'as Ouais. Boris Dia, Tony Parker, toute l'équipe. C'est incroyable. T'es Batum, et donc ils sont nombreux. Tu joues que contre beaucoup de joueurs NBA, quoi, ou des gros joueurs Euroleague. Et donc c'est une expérience formidable. Et donc dans une de nos prestations, on joue la France. Et la France a Rudy Gobert, Tony Parker, Nando De Colo, Gelabal, Nicolas Batum. Et John fait une passe à Axel. Donc Jonathan Tabou fait une passe à Axel Hervel, qui lui ne l'attrape pas très bien et il va presque sortir du terrain et il la lance en arrière. Et pendant qu'il la lance en arrière, et moi je coupe qu'à 45, je coupe et j'ai la balle en main et puis je load et qui je vois Rudy Gobert. Mais tu le vois arriver ou c'est cet effet-là, tu montes et puis déjà, ça se passe ou tu... Déjà, de un, il faut qu'on soit clair. Il y en a beaucoup qui ont damé. Il y en a énormément qui se sont fait dunker dessus par moi. Tu vois, donc c'était pas une action surnaturelle, quoi. C'était pas mon premier dunk, mais ma réaction quand je fais ce cut-là, c'est... Tu sais que tu vas Thomas. I gotta punch it. Je sais que je dois dunker. Il n'y a pas d'autre solution. Surtout quand tu sais que sur le terrain, il y a Rudy Gobert quelque part. C'est ça. Surtout. Donc, dans ta tête, tu te dis bien que je dois y aller.
c'est mieux que je rate le dunk que j'essaye un lay-up et que lui, il me bloque, quoi. Et cette année-là, c'est le meilleur défenseur de la ligue C'est ça en aussi, tu NBA. vois. Donc, c'est Defensive Player of the Year en NBA. Donc, et donc, il faut y mettre un peu plus un accent sur le « ah ». Et donc, ben, pour moi, perfect place, perfect time. Pour lui, Wrong place. wrong place, wrong time. Et donc, c'est ça l'histoire du Tomar sur Rudy Gobert. c'est ça. Ok. Ouais. Et par rapport à l'équipe nationale, tu fais que 2 campagnes, Ouais. Deux campagnes d'Europe. 2 Mais campagnes, 2 championnats deux d'Europe. championnats d'Europe. Ouais. Tu penses pas que, vu que tu as joué de nombreuses années en Belgique, Ouais. en Division 1, tu penses pas que tu aurais pu faire plus de campagnes? Qu'est-ce qui fait que tu fais... Allez, Ouais. tu sais pas, il y a les choix Bien du sûr. staff, du coach, mais tu penses pas que tu avais les skills, the ability de faire plus de campagnes? Aussi, bien sûr que oui. Mais c'est un choix. C'est un choix. On est humain. Donc, je dis, on est tous humains. Donc, c'est le choix d'un humain. Donc, si une personne pense que ce serait mieux de prendre celui-ci que de te prendre toi, eh ben, c'est un choix qu'ils ont fait. Et c'est un choix que tu dois vivre avec, quoi. Et j'aurais bien aimé, bien sûr que j'aurais bien aimé jouer, faire plus de championnat d'Europe avec l'équipe nationale belge. Mais je regrette rien. Mon temps avec l'équipe nationale, c'était excellent. Et j'ai commencé à jouer pour l'équipe nationale quand même assez tard. Donc, je n'avais pas le passeport belge ou j'étais pas connu comme joueur belge en Belgique. Ok. Et donc, ma première prestation en équipe nationale, je crois que j'avais 28 ans. Et donc, je pense pas qu'il y a un joueur qui commence sa carrière en équipe nationale à cet âge-là, quoi. Et donc, une fois que j'ai fait une préparation d'Euro, un Euro, une deuxième préparation, un Euro, donc 4 ans, ben après, je pense que l'organisation a préféré aller dans un peu plus jeune, un peu plus dynamique, un peu plus... Chose que je comprends parfaitement, mais bref, ces mêmes joueurs-là, on joue contre eux en championnat et je pense que I get the best of them. Mais bon, encore une fois, kudos à eux et c'est un choix. Donc c'est un choix humain et même en étant joueur belge de l'année, j'ai pas été sélectionné dans les 24 pour jouer dans l'équipe nationale. Est-ce que tu penses que c'est normal, ça? Bah, c'est normal, ça veut dire quoi, normal? Est-ce que tu penses que... Allez, on ne sait pas le dire, mais est-ce que tu penses On que va dans dire- d'autres pays... On va dire que ce n'est pas une normalité. Voilà. On va Dans dire ça. d'autres pays, Ouais. je pense pas que ça existe. Non, je pense pas non plus. Mais bon, dans d'autres pays, le joueur qui gagne joueur de l'année n'a pas 40 piges non plus. Bon, en parlant de joueur de l'année, Ouais. cette saison-là a été une saison quand même Spécial. spéciale. Ouais. Parce que tu as eu un souci de santé Mhm. qui était très compliqué. Comment tu as vécu tout ça et qu'est-ce que ça a changé dans ta mentalité? Je pense que ça fait... Enfin, je vais te laisser expliquer, mais je Bien pense sûr. que ça fait aussi partie... c'est ça aussi, le fait que tu veux continuer à jouer. Mhm. Mhm. Tu peux un peu expliquer Bien ce qui sûr. s'est passé et Bien qu'est-ce que sûr. tu as ressenti à ce moment-là et... Bien sûr. Donc on va skip a few steps. Ouais. Mais je voudrais revenir juste un peu en arrière parce que je pense que je dois le faire. J'ai fait 5 ans au Limbourg, Limburg United. Donc, dans ma carrière ici en Belgique, j'ai fait Liège et puis j'ai fait Pepinster. Et puis j'ai refait Liège et puis j'ai fait Charleroi où on jouait en Eurocup. Après Charleroi, j'ai fait Gravelines en France où j'ai rejoué pour Christian Manchot qui était mon coach ma première année professionnelle. Donc, 10 ans plus tard, eh ben, j'ai rejoué pour le même coach. Marrant, juste une parenthèse, c'est parce que quand j'étais pro, ma rookie year, ma première année, un de mes backups, c'était Papsi. Et ben une fois que je suis parti, 10 ans plus tard, moi, à Gravelines, je suis backup de Papsi, 10 ans plus tard. Mais entre-temps, Papsi a été drafté par les Atlanta Hawks, a joué pour des grands clubs et qui est revenu en France pour terminer à Gravelines. Bref, après Gravelines, eh ben, je suis arrivé à
Limburg United à Hasselt, là où j'ai fait 5 ans, ou qui ont retire my number 4, appreciate. Limburg, où j'ai fait 5 ans, où on a fait des Cup Finals ou des Finals in the Playoffs, où on a vraiment passé de bonnes années. Et pendant que j'étais à Limbourg, eh ben, mon assistant, coach Christophe McKeels, a eu une opportunité de devenir head coach à Malines, Mechelen, Kangaroos. Et donc, on en a parlé, et donc il m'a demandé de le suivre. Il m'a demandé si c'était possible de le suivre et de continuer mon leadership, mais en tant que lui, as a head coach. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ma première année à Mechelen, je gagne joueur de l'année, joueur belge de l'année. Notre première année à Mechelen, mon coach Christophe McKeels gagne coach de l'année. Et on termine 2e du classement belge. Encore une fois, c'est... je ne sais pas si il l'avait déjà fait dans le passé, Mechelen Malines. Mais bref, c'était une grosse saison, une bonne saison. Donc, on avait une très bonne équipe. Et donc, we were looking forward into the playoffs. Et donc, en fin de saison, on est en déplacement. Un des derniers matchs de la saison, on est en déplacement pour jouer contre Feyenoord à Amsterdam. Et pendant le match, je me sens pas bien et j'ai des malaises, je me sens pas bien. Mais le match est tout le temps delay parce que le shot clock se turn off à chaque fois. Donc, il s'arrête, ils doivent arrêter le match 10 minutes, ils doivent arranger le shot clock. Et à chaque fois, ils nous donnent 5 minutes pour qu'on se réchauffe avant de reprendre. Et ben, le match, il a duré peut-être 4 heures. On n'a jamais terminé le match. Et mais je me sentais pas bien. Alors moi, je me suis dit, c'était peut-être parce que la durée du match et donc la fatigue et tout. Je me suis dit, mais je me sentais pas bien. Bref, retour après le match à Amsterdam, on revient en Belgique, donc à Mechelen, et c'est là où je me sens vraiment pas bien, et donc je tombe malade, et pour ne pas vraiment entrer dans tous les détails, je tombe gravement malade et je termine aux urgences. Une fois que j'arrive aux urgences, eh ben, j'en ressors 1 mois plus tard, quoi. Et donc, pendant 1 mois, eh ben, j'étais dans le coma, j'ai eu des opérations, j'ai eu une infection assez près du cœur qui m'a presque tué, et donc qui a fait à ce que je sois dans le coma, que je jump dans le coma. Et donc, c'est quand même une bataille assez forte. Et Je pense que cette bataille-là fait qu'aujourd'hui, tu dis I can't stop. Mais ça, en fait, c'est pas I can't stop. C'est à cause ou grâce de ce qui m'est arrivé, j'ai appris à écouter mon corps encore plus, quoi. J'étais déjà quelqu'un qui était très investi dans tout ce qui est physical, dans tout ce qui est healthy, just being healthy. Et quand je suis tombé malade, à 3 différentes reprises, le docteur m'a dit que je devais mourir. Et il m'a dit, la seule raison pour laquelle je suis resté en vie, c'est grâce à ma condition physique, quoi. Mais ça, c'est ce que lui dit. Moi, je pense que c'est ma condition physique et mon Dieu. Mon Dieu, il a vraiment quelque chose à voir dedans. Mais bref, il m'a dit que c'était ma condition physique. Et donc, une fois qu'un docteur te dit que tu devais mourir, mais la seule chose qui t'a sauvé, c'était ta condition physique, si ça m'arrivait encore une 2e fois, je veux que ma condition physique puisse me sauver la vie encore une fois. Ouais. Et donc, c'est plutôt dans cette optique-là. Et donc, ça veut dire que tu travailles un peu plus fort, ou bien tu prends un peu plus soin de toi. Et donc, c'est tout un travail mental. Et donc, ça, je pense que ça, au fait, c'est ça qui comme tu dis, c'est pas que you can't stop, mais si tu continues à travailler sur toi aussi, avec autant de passion, autant d'investissement, why should you stop? C'est plutôt ça, quoi. C'est why should you stop? Parce que tu es capable de le faire. Donc, c'était pas I can't, I don't want to. It's like, why should you? You know? Tu es tombé malade, tu t'es
tu es revenu. On va revenir sur l'histoire. Alors, je tombe malade. Je sors de l'hôpital 1 mois plus tard. Je sors du coma. Le jour où je sors de l'hôpital, c'est le jour où on m'annonce que je suis joueur de l'année. Ah oui, parce que tu n'étais pas au courant, toi. J'étais pas au courant. Donc, le jour où je sors de l'hôpital, c'est le jour où on donne le trophée à ma femme, parce que je n'ai pas pu y aller. Donc, on donne le trophée à ma femme pour le joueur de l'année. Ben, ça, c'est comme un Hollywood script. Oui. Et donc, moi, le jour où j'arrive à la maison, eh ben, on m'emmène un trophée joueur de l'année. Incroyable. Chair de poule, j'ai pleuré comme un gamin. Et j'étais avec ma mère, et pleurais vraiment comme un gamin. Mais bref, le docteur me dit que je pourrais jouer en décembre. Et là, je sors de l'hôpital en début juin. Et le docteur me dit que je pourrais me remettre en forme en décembre. Mais la pré-saison, elle commence en août. Et ben, le 1er août, Ace, j'étais là. J'étais présent le 1er août. J'avais perdu 27 kilos. Quand je suis tombé malade, j'ai perdu quand même 20-25 kilos. Et donc, en 2 mois, j'ai dû reprendre tous ces kilos, ces muscles, et pouvoir me remettre in shape and then top it off and gain all the strength back, juste pour me donner cette chance de pouvoir être là le 1er août. Et je l'ai fait. Et donc, c'est comme je disais, c'est une mentalité, quoi. C'est vraiment une mentalité. Tu te mets certains challenges, c'est des goals, en fait. Et à chaque fois, tu just move the needles, mais c'est des goals. Et I'm a true believer in short-term goals, you know, parce que c'est dur d'avoir des goals dans 15 ans, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans les 15 ans. Alors, je préfère me dire, OK, dans 2 ans, on va faire ça. Ou bien, dans 1 an, on fait ça. Et puis, l'année d'après, on va faire ça. Donc, c'est short-term goal. Of course, you have a long-term goal picture, mais je préfère aller sur les short-term goals. Et donc, ce goal-là, c'était, when tu dois essayer de revenir in shape pour la pré-saison et essayer de la commencer comme tout le monde, quoi. Et donc, la pré-saison, j'étais là à 98 kilos, prêt à y aller. Et cette saison-là, eh ben, j'ai gagné défenseur de l'année. C'est une belle revanche. C'est une belle revanche. C'est une belle revanche. Ouais, pourquoi pas. Mais, ouais, non, mais c'est dingue. C'est dingue parce que se dire après ce que tu as vécu et de revenir comme ça, ouais. franchement, chapeau bas. Merci. Chapeau Mais bas. on est tous capables, hein, je te jure. Ouais, je pense qu'on est tous capables, mais capables. il faut se donner la force de le faire. C'est beaucoup dans la tête, Dans la tête, aussi. beaucoup dans la tête, énormément. Donc voilà, il faut, quand les gens le font, il faut... You gotta give them their props. Yeah, for sure. Mais il y a énormément de gens... il y a énormément de gens qui ne... They don't get credits for, you know. Mais c'est pas... Le travail, il est pas... C'est pas juste le mien, quoi. Le travail... Il y a tellement de gens qui ont fait à ce que je puisse non seulement revenir en forme, mais encore aller encore plus loin. Ma femme, ma famille, mes frères, le mindset, Ace. Non, sérieusement, c'est tout un support system qu'on appelle, tu vois. Et je pense que pas que dans le sport, mais dans tout, on a tous besoin d'un support system parce que c'est des gens qui t'aident, c'est des gens qui te motivent et c'est des gens qui they give you your flowers when you do well, but they also tell you when they think that you're doing wrong, they also tell you. Donc le support system là, il est primordial. Oh, that's good. J'avais une question. Toi qui as fait beaucoup de pays où tu as joué au basket, tu as vu différents joueurs, tu as connu tu avais tes rookies qui ont été en NBA, qui ont fait l'Euroleague, etc. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est pour toi la différence au niveau de la formation des jeunes basketteurs quand tu compares l'Italie à la Belgique, la France à la Belgique? Qu'est-ce qui fait que... Quelle est la différence? Très bonne question, vraiment. C'est fou. J'ai fait toutes ces années ici en Belgique
Et j'ai jamais eu un journaliste qui me pose cette question. Je ne suis pas journaliste. Ouais. Mais c'est ça le pire, Ouais. parce que c'est leur boulot. Et ils m'ont jamais posé la question. Bon, bref, peut-être Oui. peut-être qu'ils pensent que ma réponse, elle n'est pas valide. Peut-être qu'ils la posent à quelqu'un d'autre. Mais moi, 18 ans de carrière professionnelle, je pense que ma réponse aussi... je pense qu'il y aura un sens à ma réponse. Bien ok. sûr, c'est pour ça que je te la pose. En plus, Ouais. c'est pas comme si tu as connu quand même des jeunes Ouais. qui étaient là en tant que jeunes, qui sont allés en NBA, Exactement. qui ont joué l'Euroleague. Exactement. Donc, Oui, donc c'est une très bonne question. Donc déjà, moi, je pense qu'il n'y a pas une seule différence. Il n'y en a pas qu'une. Et je pense que ça commence... Il y en a plusieurs. Et il n'y a aucun ordre dans ce que je vais donner. Mais les différences sont déjà de un, les infrastructures. Déjà, de un. C'est fou. Bon, aujourd'hui, j'ai plus ce problème parce que j'ai énormément de contacts et donc je peux n'importe où trouver une salle pour aller m'entraîner. Aujourd'hui, c'est pas un problème, mais je me rappelle que c'était impossible de trouver une salle et s'entraîner pendant l'été. C'était impossible. Les équipes fermaient les salles. Il fallait louer une salle. Il fallait habiter dans la commune dans laquelle la salle elle était. Sinon, ça te coûtait ceci. Il y a des camps les étés. Donc, les salles sont déjà louées 1 an à l'avance. Il y avait... So, number one, les infrastructures. donc si tu veux travailler sur ton jeu, ton game l'été, c'était quasi impossible. C'était quasi impossible. Et bon, some OGs, old school, ils vont dire « Ah, mais nous, on allait au parc à l'extérieur. » Oui, moi aussi, je l'ai fait. Mais moi, je compte sur mes genoux. Je compte sur mon dos, mes hanches. On sait tous très bien qu'on peut le faire 1 fois semaine, mais tu ne vas pas le faire 5 fois semaine. It take a toll on your body. Donc, les infrastructures, numéro 1. Numéro 2, c'est who's training these kids? Vraiment. Aujourd'hui, et j'ai rien contre personne. Aujourd'hui, il y en a énormément maintenant des trainers. Il y en a énormément des trainers. Et on les voit sur les réseaux sociaux où tu entends, il y a des flyers. Donc, il y en a. Heureusement qu'il y en a. Ils ne sont pas tous très bons, mais il y en a. Mais dans le temps, il n'y en avait pas. Bon, dans le temps. Moi, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis ici, que je joue en Belgique. Mais ça commence à prendre maintenant. Mais bon, bref, ceux qui passaient du temps à train les youth, c'était le même training d'il y a 30 ans. Et pourtant, la discipline, elle évolue. Et pourtant, le jeu, il évolue. Et donc, il y a plusieurs autres facteurs, bien sûr, mais ces 2 facteurs-là, ça ne donne aucune chance à la jeunesse de pouvoir être the best you can be. Si tu n'as pas les infrastructures ni l'enseignement ou le teaching of the discipline, c'est pas possible d'y arriver. Déjà, c'est pas possible. Et il y a d'autres facteurs aussi qui jouent. Je pense que déjà ici en Belgique, on donne pas à tout le monde la même chance. C'est-à-dire? Le gamin qui vient de quelque part, qui vient d'une famille, qui vient d'un different background, que ce soit religieux, que ce soit racial, que ce soit... On ne donne pas à tout le monde la même opportunité. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Il ne faut pas être désolé, on est là pour dire les choses. On ne donne pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas la même opportunité. Bien sûr qu'il y a un suivi, donc il faut... J'en connais tellement, et ils me connaissent, j'en connais tellement qui sont découragés. Mais des histoires, j'en ai entendu tellement. Et bien sûr, je suis sûr et certain qu'il y a des fausses et des vrais, mais il y a une histoire qui se répète. Donc tu te dis, c'est pas possible que ce soit faux. Donc il y a un système de favoritisme. Bien sûr. Mais comme dans tout, ceux qui sont découragés, moi j'aurais aimé qu'ils persévèrent. Et tu penses que ce système-là est moins présent par exemple en France, on va prendre Bien sûr, c'est en France. Tu sais, il y a une blague. Moi, j'ai mon coach qui est venu ici
les États-Unis, coach Mike Peasy, que tu connais, Mike Peters, il est arrivé ici, il m'a dit, when I look in France and I see so many Africans playing over there, and then they say they're French. Are they French? J'ai dit, yeah, coach Mike, they're French. They're French? I said, yeah, they're French. Et tu n'as pas dit qu'on avait les mêmes ici. Mais il les a pas vus. Il les a pas vus, c'est juste ça. En fait, il les a pas vus. Mais c'est un exemple, quoi. Ouais. C'est un exemple. Mais c'est vrai qu'encore la France, elle est plus grande. OK, la Belgique, elle est plus petite. Mais la France, elle est à 100 km. Hein. Mm-hmm. Comment ça se fait? Dis-moi, comment ça se fait qu'à 100 km chaque année, ils ont 4 pics à la draft et 100 km plus bas? Bon, les 2 dernières années, on en a un. Mais on a en moyenne, un tous les 10 ans. Comment est-ce que tu expliques cela? Dis-moi. C'est comme si moi, j'habite en Floride, OK? Toi, tu habites en Géorgie. Moi, j'habite en Floride. Et en Floride, on n'a aucun draft pick. On en a un tous les 10 ans. Et toi, en Géorgie, donc l'État voisin, tu en as 4 chaque année. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire que... Oui, le truc que tu pourrais dire... Moi, je pense le truc que tu pourrais dire, il y a plus de talent là-bas. Mais le talent, il est fait... Le talent, on n'est pas avec le talent. Hein. Non. Mais... Alors, pourquoi personne ne va voir comment ils détectent ces talents, déjà de 1, et de 2, comment ils améliorent les skills de ces talents, tu vois. Ouais. C'est la seule chose que je peux dire. Après, oui, le pays est plus grand, etc. Mais voilà, c'est vraiment la différence que je vois. Et donc, pour toi, quelle serait alors... on va parler de nos joueurs NBA belges. Bien sûr. Mais pour toi, quelle serait la solution? Et tu penses que maintenant qu'on a 2 joueurs belges en NBA, est-ce que ça va s'améliorer? Comment tu vois l'avenir? Pour toi, quelle serait la solution dans un premier temps? La solution, ce que j'aimerais voir, ce que je pense qui pourrait aider, c'est que déjà d'être open-minded, vraiment, avoir l'esprit ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ceux qui sont en charge du développement des jeunes ou youth ou centres de formation, ceux qui sont en charge de ça, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Mais après avoir vu, parce que je suis sûr qu'ils ont déjà allé voir, mais après avoir vu, essayer d'imiter, emulate, ou essayer de se rapprocher le plus possible, ou essayer d'envoyer ces gens-là qui s'occupent de nos jeunes ici, de les envoyer ailleurs pour qu'eux puissent acquérir ces knowledge-là pour pouvoir les transmettre aux jeunes ici. Ça, c'est faisable. C'est faisable encore. Mm-hmm. C'est d'avoir vraiment l'esprit ouvert et Ça, c'est moi, personnellement. Je déteste le fait que en Belgique, un jeune est développé pour être un role player. Donc en Belgique, en tant que jeune, en club ou en centre de formation, tous les jeunes sont trained pour être des role players. Aux États-Unis, tout le monde a la possibilité d'être trained pour être the go-to guy. Pour moi, c'est ça la grosse différence. Ouais, déjà, c'est un shift direct au niveau de la Moi, je mentalité. peux entraîner 10 gamins à être role player. Mais une fois, sur 10, il y en aura peut-être un qui va faire d'un truc plus que les autres. Et puis je vais me dire, lui, c'est le meilleur. Je vais l'entraîner, lui, à être le meilleur. Non. Mais c'est pas ça l'approche américaine. L'approche américaine, c'est je vais tous vous entraîner to be the best. And then we'll see who's going to be the best. Et donc, et ça, c'est une mentalité, les gens vont dire typiquement américaine, ça c'est typiquement américain, mais c'est pas une mentalité américaine. C'est vraiment une
mentalité... how can I say? Penser, quoi. Il n'y a pas mieux que ça. Mais ce n'est pas que les États-Unis qui le font. Maintenant, la France aussi le fait. Maintenant, l'Espagne aussi le fait. Et les trainings, et tout ce qui est training, personal development, training, basketball skills, development skills. Maintenant, tous les gamins le font maintenant. Aux États-Unis ou ailleurs. Eh ben, en Belgique, je pense pas qu'on y est. Hein. Et j'avais parlé des joueurs NBA. Ouais. Je disais que toi, tu as côtoyé les deux joueurs. Ouais. Un plus longtemps que l'autre. Est-ce que tu pensais vraiment Allez, quand tu les as côtoyés étant plus jeune, tu pensais tu voyais déjà quelque chose NBA chez eux ou tu te disais... Tu pensais qu'ils allaient y arriver ou pas? Ou qu'est-ce qui t'a fait tilter, comme tu avais déjà vu à l'époque des jeunes aller en NBA? Ouais. T'as revu ce petit truc-là? Alors, pas tôt. Parce que souvent, tu vois ce petit truc tôt. Tu te dis, wow, he's a pro. On en a vu, on en voit. Dès que tu le vois, tu te dis, wow, he's a pro. Non seulement il a les skills, il a la taille, il a l'ability, il a le jumping, il est athlétique. Mais je vais parler déjà du cas de AJ Mitchell. AJ Mitchell qui était avec moi au Limbourg. That's my little homie there. Marrant parce qu'on s'est encore envoyé un message hier avant le match de la finale. Et AJ, non, je ne l'ai pas vu. AJ, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, il a joué avec moi. Et on a passé énormément de temps ensemble à read le pick and roll ou juste à parler de how the game, slow the game down, the reads, les lectures sur le pick and roll parce qu'il il a toujours été meneur. Et donc, au Limbourg, il avait 17 ans, 16, 17 et puis 18. Et on a passé énormément de temps ensemble. Et je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Pas NBA, mais il jouait déjà, à 18 ans, il jouait déjà avec nous en première division. Je me rappelle, il y a eu un match où c'est Brian Lynch, le coach, qui me dit « OK, AJ is going to play the point guard today » parce que notre meneur était blessé. Et donc, pendant le match, je me retrouvais tout le temps à lui prendre la balle pour que moi, je joue meneur. Et alors, à la mi-temps, c'est Brian Lynch qui me dit « When? Let him play point guard. He's the point guard. » Et je me suis dit « Au fait, oui, au fait. C'est pas parce qu'il est jeune. Il doit passer par ce truc-là, au fait. » Et puis, il a joué meneur pour la deuxième mi-temps. Et on a gagné le match. Et ça s'est très bien passé. Ouais, quoi qu'il a merdé une fois parce que il y a Brian Lynch qui a dessiné un play où il était supposé me lancer le alley-oop. Et j'étais ouvert, il ne m'a pas lancé le alley-oop. Et on a marqué sur cette possession-là. Alors, quand on rentrait en défense, il avait 18 ans. Moi, je lui dis, yo, next time, throw the fucking alley-oop, man. Et puis, il me fait, my bad, oncle. Mais tu vois, c'est un teenager. Et donc, c'est une histoire qu'on partage ensemble, marrante. Mais à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. NBA, je ne l'ai pas vu. Et alors, il quitte Limbourg et il va à l'université. Et Santa Barbara. Et donc, c'est une université qui n'est pas très grande, très connue, pas pour le basket en tout cas. Mais il commence à montrer des flashs de dominance, quoi. Et dans sa ligue, sa première année, il domine. Et puis la deuxième année, Player of the Year. Et puis... Mais quand je regarde ou quand je reste tard ou je regarde un match ou je regarde les stats ou je regarde les highlights, la première année, je me dis, waouh, c'est possible parce qu'il a la taille pour. Et puis la deuxième année, je me dis, wow, il y a de fortes chances. Mais bref, avant la draft, les Thunders, OKC Thunders, sont entrés en contact avec moi pour me parler de AJ. Et donc, le Thunder Scout est venu ici en Belgique. On s'est rencontrés à l'hôtel, on s'est assis, on a parlé basket, mais il était venu pour qu'on parle de AJ Mitchell et que je break down un peu AJ Mitchell. Il devait rencontrer quelques autres personnes et parce qu'ils étaient intéressés à le drafter. Donc moi, j'avais déjà un petit input avant la draft que AJ avait des chances d'être drafté par OKC. Et donc, bref, je ne l'ai pas vu tôt, mais plus tard, donc à l'université. Toumani,
Toumani, je ne vais pas dire que je l'ai vu, mais son athlétisme a toujours été NBA athlétisme. Il a la taille, il a les longs bras, on s'est entraîné quelques fois. Et donc, quand David Putri, qui est son agent maintenant, quand on en parlait, il me disait qu'il y a un jeune qui a des possibilités. Moi, j'avais hâte de le rencontrer, quoi. De le rencontrer. Je l'avais déjà rencontré. J'avais hâte de pouvoir aller m'entraîner avec lui. Alors, on est allé s'entraîner une fois, il y a très longtemps, ici à Bruxelles. On s'est entraîné. Et puis après, quand il a même entraîné une fois au Royal 4. Au Royal 4, une fois aussi, on s'est entraîné au Royal 4, exactement. Et j'ai commencé à voir qu'au fait, il a quelque chose, quoi. Il a quelque chose. Et c'est connu que maintenant, il est toujours dans le développement de son shot. Donc, mais athlétiquement parlant, il avait tout. Il avait le saut, il avait la taille, Et puis, à l'université, il a montré des flashs. Il est allé à l'université de Georgia et puis il a transferred to University of Daytona, exactement. Dayton, pas Dayton. Dayton. Et donc, mais donc, moi, j'avais vu qu'il y avait des possibilités, en tout cas. Mais bon, et maintenant qu'il développe, sa dernière année à Dayton, il a commencé à prendre des tirs, il a commencé à prendre plus d'initiatives. C'est là où le joueur s'est formé, où je me suis dit, waouh, he's a NBA prospect. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, on en a 2 qui jouent, 2 Belges qui jouent en NBA, qui sont... c'est dommage que AJ soit blessé cette année, parce qu'il a été blessé pendant quelques temps cette année, quelques mois, mais il a très bien commencé la saison et voilà, il est en finale pour le moment et je pense que l'année prochaine, c'est une grosse saison pour lui. Et il a re-signé avec le OKC Thunder. Je lui souhaite donc good luck, you know what I'm saying, to keep going, keep pushing, keep working. Et on doit s'entraîner cet été ensemble, moi et AJ. Donc, une fois que la saison est terminée, on va se voir. Mais courage à eux, ils font la fierté. Et c'est bien, je pense que ça fait du bien à la jeunesse belge parce que ils ont besoin de le voir. Poser comme question. Tu penses que ça va être... J'avais 2 questions à te poser par rapport à ça. La première, c'est est-ce que tu penses qu'ils auraient pu aller en NBA s'ils n'étaient pas allés à l'université aux États-Unis? S'ils étaient restés en Belgique, est-ce qu'ils auraient aussi été en NBA? On parle hypothétiquement. Oui, bien sûr. Mais c'est oui ou non, non? La question que je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Eh bien, pour les 2, non et non. Mais c'est simple, très simple. Pourquoi? Parce que on voit au jour d'aujourd'hui avec le NIL deal à l'université, tous ces jeunes Belges ou ces jeunes Européens qui vont à l'université. OK, maintenant, c'est pour... La raison numéro 1, c'est ce que tu peux toucher, ce que tu peux gagner avec le NIL deal. Mais l'autre raison, c'est pour pouvoir se développer physiquement et pour pouvoir aussi take advantage avec toutes ces facilities pour pouvoir travailler sur soi-même physiquement, quoi. C'est vrai que c'est un monde différent. C'est un monde différent. Tu vas 6 mois, tu reviens, tu peux te transformer, quoi. Et donc, aller à l'université avec le suivi qu'ils ont universitairement, le suivi et tout ce qui va, ça te transforme, quoi. Et ces jeunes, s'ils étaient restés ici en Belgique, ce n'aurait pas été possible de pouvoir se transformer. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas été de bons joueurs, mais de se transformer pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Rester en Belgique, non, ça n'aurait pas été possible, ça c'est sûr. Okay. Et je pense que eux te diront la même chose. Ok, et deuxième question, du coup, c'est est-ce que tu penses, maintenant qu'on a 2 joueurs NBA, il y en a d'autres qui vont suivre? Est-ce que ça va faire un push? Parce que ce qui s'est passé avec Tony Parker en France. Tony Parker, même si avant lui, il y avait déjà Tariq Abdul-Wahad. Exactement. Mais quand Tony Parker est allé en NBA et qu'il y a eu cette visibilité, chaque année après, c'était... un joueur, ouais. Mais directement de France, sans cette étape USA. Exactement. Est-ce que tu penses que la même chose va arriver en Belgique? Mais ça, on revient aux infrastructures. On revient aux infrastructures, on revient à ceux qui... à ces écoles de basket, comme on en parlait, ces centres de formation. Ces joueurs qui sont draftés en France, dont je t'en parlais, moi, un avec qui j'ai joué, Papsi, que tu connais. Parce que je ne sais pas si les abonnés
te connaissent vraiment, mais t'es aussi un joueur professionnel. Pour moi, qui pouvait faire carrière en première division, vraiment, je pense. Et moi, ma première année, je me rappelle t'avoir invité. Non, tu es venu. Et je t'ai dit, viens, tu es venu en France. Tu t'es entraîné avec ce groupe de jeunes qui avaient qui étaient champions de France, en fait. Ouais, non, il y avait du talent dans cette équipe. Il y avait Papsi, Fabien Causeur. Exactement. Il y avait, Romain Duport, énormément, Rudy Jombi. Et donc, il y en avait un qui a été drafté aussi par les Indiana Pacers, qui était là, un grand. Il y avait même Amaf Mbaye. Mbaye était là, exactement. Mbaye était là, exactement. Mbaye était là. Et donc, ces joueurs-là, ils quittent le centre de formation et ils sont draftés, quoi. Ouais. Moi, Papsi, il était en centre de formation au Havre. Il était espoir au Havre. Il était sur le banc au Havre. Ben, l'année d'après, il a été drafté par les Atlanta Hawks. Il n'est pas passé par l'université américaine. Mais c'est encore une fois, c'est dans tout ce qui est dans la formation, quoi. Moi, j'ai vu comment ces gamins bossaient. Toi, tu es venu, tu as bossé avec eux. Tu vois que c'est différent. Non, c'est différent. C'est complètement différent et c'est aussi une machine, en fait. En fait, il y a une culture du sport. C'est exactement ça. Qu'il n'y a pas en Belgique. C'est exactement ça. En France et encore plus aux États-Unis. C'est exactement ça. Une culture du sport que ici en Belgique, je pense qu'ils ne l'ont que dans le football, dans le soccer. Je pense pas qu'ils l'ont. Ils aiment le cyclisme et ils aiment le hockey sur gazon, mais la culture comme telle de basket, elle n'existe pas, comparée à la France. C'est ça le vrai problème, ouais, je pense. la culture. Mais bon, ça, comme tu dis, avec ces deux joueurs belges en NBA maintenant, qui est AJ Mitchell et Toumani Camara, je pense que ça encourage les jeunes à avoir un exemple devant eux et de se dire que c'est possible. Moi aussi, je peux y arriver, ou je veux me donner les chances de pouvoir y arriver. Et je pense qu'il y en aura encore, oui. Ok, ça va. Bon, on va passer à une petite session questions-réponses. J'ai préparé quelques questions. J'adore. Donc, la première question, je pense que tu y as un peu touché. On va commencer doucement, puis on va aller crescendo. N'aie pas peur. Je sais. Quel était ton idole étant petit? Étant petit, ça veut dire quel âge? Grown up, en grandissant. Est-ce que tu avais une idole bien particulière? Mais ça change énormément. Ouais. Ça change Bon, pas énormément. Tu peux m'en citer 2-3. Oui. Et comment est-ce qu'ils t'ont influencé? Est-ce que si ils t'ont influencé ou pas dans ta vie? Ouais. Déjà, je crois pas que j'avais un idole comme tel étant petit. Parce que toutes les personnes un peu plus âgées qui faisaient ce que je voulais faire, eh ben, je le voyais un peu comme un idole. Donc, tous les gens plus âgés étaient pour moi des idoles d'une façon ou d'une autre. Donc, mon grand frère, mon père, tu vois. Mais en grandissant, dans le sport, dans ma discipline, bien sûr qu'on est passé tous par Mike, Michael Jordan, Penny Hardaway. Ça, c'est dans le basket en grandissant. Et puis, à un certain âge, différents athlètes, différentes personnes. Mais comme je dis, moi, je suis vraiment... j'ai pas eu qu'un seul idole, j'en ai eu plusieurs, quoi. Et voilà. Et à un certain âge, j'ai eu, dans ma tête, pas un idole, mais comme un partenaire. Et je me suis dit, bon, on va faire un chemin ensemble, alors. Et j'ai choisi LeBron James. J'ai choisi LeBron James. Pourquoi? Parce qu'il a 1 an de moins que moi. Et marrant. Une histoire marrante, c'est que quand j'étais au high school, ma dernière année au high school, donc j'avais 17-18 ans, tout le monde parlait d'un gamin qui avait 16-17 ans, LeBron James, qui #1 player in the nation. Bref, dans le temps, on n'avait pas accès à tous ces réseaux sociaux et tout, donc on n'avait pas, tu pouvais pas le voir. C'était difficile de le voir ou de voir ce qu'il faisait.
Mais quand j'ai eu 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à regarder et puis j'ai vu qui c'était, comment il jouait. Je me suis dit, waouh, je pense que je joue un peu comme ça. Mais encore, ça c'est quand il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Donc c'était pas un gros shooter, mais c'était vraiment dans flashy, I'm a jump higher than you, I'm a super athlete, I'm a overpower you. Et énormément de gens, que ce soit à Miami quand je suis à la maison ou que je sois, j'ai encore entendu ça hier quand je suis allé faire ma recovery. I move to improve. Shout out Peter Samples. Move to improve. Hier, j'étais là et il y a un monsieur qui demande à un des kinés, il dit You have LeBron James here? Et moi, j'entends. Et quand je me retourne, il me fait Oh, that's not LeBron James. et ben, il m'a dit Man, you look like LeBron. Et puis moi, je lui ai dit tu sais, il y a des années, on pensait vraiment qu'on était des jumeaux, quoi. Bon, ça, c'est 10 kilos en plus, quoi, tu vois. Il y a des années, j'étais un peu plus balèze que ça. Mais bon, bref. Quand tu vois LeBron, tu comprends que je suis pas LeBron James. 2 fois ma taille et le physique incroyable. Mais bref, je me suis dit, il devient un peu comme une image, quoi. Une image que, voilà, you can kind of emulate what he do. And then why not? Et donc, pendant longtemps, et jusque maintenant, je suis resté sur ça. Mais dans la vie de tous les jours, en tant que père, en tant que mari, bien sûr que j'ai eu des idoles, en tant que ce soit Muhammad Ali, que ce soit Malcolm, que ce soit, my father. Tu vois, j'ai eu tout plein d'idoles, mais dans ma discipline, dans ce que je fais aujourd'hui, non seulement en tant qu'athlète, mais en tant que businessman, en tant que father figure ou leader, LeBron James, pour moi, il est un exemple. Ouais. Ok. Et deuxième question, du coup. Ouais. Qui est le meilleur joueur contre qui tu as joué? The best. T'es dit, this guy... Mais tu sais que peut-être cette question est tricky. La question, elle est tricky parce que j'ai déjà joué contre des gens et le jour où je joue contre lui, tout le monde me dit ça, c'est le meilleur game qu'il ait joué de toute sa vie. Mais non, mais moi, je veux par rapport à ton point de vue. Ah, mon point de vue. Le joueur que t'as joué contre lui, t'as dit, ah ouais. He's that guy. Ouais. Je dois en citer 2. Je peux en citer 2. J'en ai 3, mais je dois en citer 2. Tu peux en citer 3. Mais j'en cite 3, parfait. Le numéro 1, déjà, c'est Kevin Martin. Ok, oui. Kevin Martin, qui a joué en NBA, qui a aussi joué pour les OKC Thunder il y a des années, qui a joué pour OKC et qui a joué aussi pour Sacramento Kings. C'est un All-Star. Oui. Kevin Martin, j'ai joué contre lui à l'université. Mon frère, il m'a bouffé. Donc, buffet, quoi. All you can eat. Il m'a il a marqué 47 points à l'université déjà de 1. Et il a un shot assez bizarre comme ça. Donc, au début, tu te dis, non, c'est pas lui, quoi. Il va pas me faire comme ça. Mais à la fin du match, tu regardes 47 points. Bref, il est allé à, je pense, Western Carolina, donc une petite université. Et c'était incroyable parce que son jeu, il était tellement mature à l'université, unstoppable. Et c'était la première fois que je me disais, OK, this guy, he is a pro, tu vois. J'ai joué contre des pros in the SEC, surtout quand tu joues contre des Kentucky, University of Florida. J'ai joué contre Joakim Noah, Al Horford, Corey Brewer. J'ai joué contre beaucoup de stars, quoi. Mais à ce moment-là, lui, pour moi, il était déjà une star, Kevin Martin. Numéro 1. Numéro 2, bien sûr, Kevin Durant. Ça fait 2 Kevin, mais Kevin Durant, certain, parce que je l'utilise jusqu'aujourd'hui. Alors, des fois, je joue un match où je joue contre une équipe où le joueur, il est top score de la ligue, où il a une moyenne de 20 points, et pendant la vidéo ou pendant l'entraînement, les coéquipiers ou certaines personnes parlent de lui comme un dieu. Alors, je le dis à personne, mais moi, dans ma tête, je me dis, man, I got a fucking Kevin Durant. Et dès que je me dis ça, c'est bon. Quand je dis c'est bon, je suis vraiment à l'aise et je suis confident with my ability. Parce que, voilà. Et c'est ce que je me dis. Pourquoi? Parce que Kevin Durant,
he's 6'11", 6'10", 6'11 guard who can do everything. Just unstoppable, tu vois. Pull up, post up, three ball, dunking on you, everything. Long. Donc, Kevin Durant, my toughest matchup ever. Mais en troisième position, je dois quand même mettre Joe Johnson parce que il est ISO incroyable. ISO Joe, one-on-one, incredible. His pace, his size, his composure. C'est un joueur quand même assez fantastique. Ça, c'est aux États-Unis. En Europe, Joe Forte, qui est allé à l'Université de North Carolina, avec qui j'ai joué en Italie, Joe Forte, et Gary Neal. Ok. Donc ça, c'est ton top 5. Top 5. Ok. Et quel est le public le plus chaud, donc l'ambiance la plus folle dans laquelle tu es joué? Quelle salle tu t'es dit, ah ouais, non, ça c'était un match for the ages au niveau de l'ambiance, du public? À l'université? Peu importe. Ouf. Université, À pro. à l'université, University of Florida, University of Mississippi State. Oh, went crazy. Et Oklahoma State. C'était quand même assez. But University of Arkansas, parce que in the Bud Arena, it gets loud, tu vois, c'est 25 000 personnes. Là, je suis allé à l'université. Des fois, ils sont tellement loud. Ils crient « Ouh, Big, Suey, Razorback !» Et c'est tellement fort que l'arbitre siffle une faute et les joueurs continuent à jouer. Ah Donc, ouais, on n'entend pas le sifflet de l'arbitre. C'est incroyable. Et ça, c'est des arenas, ça, c'est universitaire. Donc, ça, c'est des crazy public, crazy fans. Like loud, not crazy, but loud. Mais en tant que professionnel, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y en a tellement eu. Mais en Italie, j'ai à Venezia, le crowd était pretty intense, very intense. Pistoia, c'était quelque chose à voir. Et puis à Benetton aussi. À Benetton aussi, c'était je dis pas que le reste n'ont pas des good fans, mais the loudest, the craziest sont ceux-là. Ok. Ouais. Et quel est ton teammate favori, your best teammate? Oh, wow. My best teammate is my wife, my guy. Okay, but basketball-wise. Oh, basketball-wise. Oh, man. That's a good question. I got a couple of those, man. J'en ai quelques-uns, tu vois. Mais je peux te dire certains, les quelques dernières années, tu vois. Peut-être c'est mieux. Yes. Parce que après 18 ans, tu vois, si tu as 10 joueurs par équipe, ça fait quand même plus de 200 personnes dans une équipe. Ce sont tu tes vois? réponses. Je te laisse. Ouais, tu choisis. And then after that, I'm get a text message like, I'm not your best teammate. You serious? Non, il y en a quelques-uns. Les quelques dernières années, j'en ai eu des jeunes. Mais encore une fois, c'est une relation différente parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Donc, la relation, elle est plus focus sur, OK, he's my OG. Let me look up to him. You know, let me look up to him because I see how he working, I see how he's doing this. Ou je veux jouer, peut-être pas aussi longtemps, mais j'ai envie de jouer, d'avoir une carrière, une longue carrière. So, how do you work on longevity? Alors, ce temps qu'on passe ensemble et qu'on partage, ça crée des liens. Et donc, donc j'en ai eu des jeunes qui sont très intéressés et qui sont très curieux, avec qui on a créé un bond. Donc, c'est pas nécessairement ma best teammate, mais des teammates avec qui on a créé des bonds et puis qui kind of looked up to me, you know. Ici, on va dire pour ceux qui regardent, les abonnés qui connaissent un peu Nathan Kunta, sûr et certain, c'est un des jeunes avec qui j'ai joué pendant longtemps, qui a vraiment essayé de you know, to follow the blueprint of what I've did or what I've done, you know, to try to go
as far as possible. Mais sinon, les teammates, je peux t'en citer 100, je te jure. J'en ai que La liste est trop j'adore. longue. J'adore Khalid Spicer, il y a Jordan Harris, il y en a énormément, Dominic Lubry, il y en a énormément avec qui j'ai eu un bon contact. Et donc, Demar Mallet, Mr. Mallet, j'en ai Christophe Beguin, vraiment, Christophe Beguin, that's my guy. Et il y en a tellement. La liste est longue. Là, on va parler des questions un peu Touchy subject. Let's go. Qui est le GOAT au niveau du basket? Du basket, quoi. Qui est ton GOAT? Basketball player, greatest of all time. Greatest of all time. The GOAT. Wenzel. Mon fils, je te dis. Mon fils, bon, j'espère. Il adore le basket, donc j'espère. Mais sinon... Moi aussi, j'espère. Hein. In all seriousness, je pense qu'il y a trop de critères pour ce truc de GOAT. Cette conversation, c'est une conversation infinie. On va jamais avoir il y aura toujours des gens qui seront pour ou contre, ou il y aura toujours des gens qui auront leur choix, tu vois. Tu peux pas demander à un big man qui mesure 2,25 m, lui demander c'est qui ton GOAT. Il va pas te dire Stephen Curry, tu vois. Il va te citer quelqu'un à qui il peut, somebody he can relate to, who's also in the conversation, tu vois. Et donc, ça va... Je savais que tu allais me répondre ça, donc j'ai quelque chose pour... Tu vois, donc ça va... Ça va sur tous les plans, mais c'est mieux, moi je préfère le faire generational. Donc ça veut dire qu'une génération commence, une génération termine, une génération pleine. On voit tout ce qu'il a fait et puis on se dit, well, he's that GOAT for that generation. Et pour moi, on connaît les GOAT avant, mais bon, les abonnés, ils ont un certain âge, donc on va pas parler de Kareem, on va même pas essayer de parler de Magic et Bird, parce que eux aussi, ce sont des GOAT, tu vois. Mais on va commencer par Mike. So, the blueprint, la personne qui, pour moi, je pense, qui a médiatisé ou qui a agrandi le basket dans le monde, la première personne, c'est Michael Jordan, you know. Et donc, pour certains et pour beaucoup, Michael Jordan, c'est leur GOAT. Et je comprends parfaitement, parce que moi aussi, j'ai grandi dans les années de Mike. Mais j'ai aussi joué et grandi dans les années de LeBron James. Et donc, moi, je pense aussi que LeBron James is the GOAT. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, je pense pas sincèrement que quelqu'un d'autre peut le refaire, quoi. Ok. Mais là où je disais que j'allais Vas-y. te bloquer, C'était déstabiliser. C'était te déstabiliser, entre guillemets, c'était de savoir, ok, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec ta question, mais si tu étais un general manager et que tu devais choisir, on fait tous les joueurs, choisir un joueur pour commencer ton équipe, yo superstar, tu choisirais qui? The active players? Any players, n'importe quel player, Michael, Kareem, Magic, Bird. Moi, c'est comme ça que je fais mon GOAT. Ok. Si tu devais choisir ta superstar, tu devais drafter ta superstar dans tous les joueurs actifs, tu choisirais qui? LeBron James. Pourquoi? Parce que LeBron James, c'est un joueur hors norme. C'est un spécimen. Beaucoup de gens le voient à la télévision. Une fois que tu le vois en personne, tu comprends. Tu comprends pourquoi moi, je pense qu'il est le GOAT. Parce que Mike, c'est sa mentalité qui est hors norme. Parce que son physique et ses capacités athlétiques, au jour d'aujourd'hui, en NBA, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a au moins 10 de sa taille, de son physique et de ses athletic attributes. Tu vois de quoi je parle? 6'6", could jump out the gym, mid-range. Il y en a en NBA. Il y en a. Ils sont pas Mike. C'est pour ça que je dis que c'est une question de mentalité. Parce qu'il y en a. Le physique, l'agression, il y en a.
Raison pour laquelle on compare Anthony Edwards à Mike. Ouais. Parce qu'il y en a des joueurs comme ça. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore eu comme LeBron James. Et ça fait 20 ans qu'il est en NBA. Je ne pense pas qu'il y en aura encore comme LeBron James. To be 6'9", to jump out the gym, handle the ball, que pass, unstoppable, que guard. Peut-être qu'on devra attendre encore 50 ans pour en revoir un autre, tu vois, parce que, et c'est la raison pour laquelle, si moi je suis GM et je veux aller pour la perle rare, eh ben je vais pour 6'9", Can do everything. can do everything. Ok. Je comprends ta réponse. C'est qui ton GOAT? We don't have time. Non, pour moi, mon GOAT, ou comme je t'ai posé la question, pour moi, c'est LeBron James. Okay. Dans le sens où, comme tu dis, il n'y a pas de joueur comme lui. Il sait rendre les autres tellement meilleurs. Et j'ai tellement vu de joueurs avec qui il a joué que je pensais, non, eux, ces joueurs-là, exemple, Bobby Gibson. Ouais. Quand il vient dans les finals et que LeBron dit c'est lui qui doit start, etc. Ouais. Et qu'il joue comme ça, je me dis Bobby Gibson, c'est une superstar. Moi, je connais Bobby en plus. Puis il bouge l'équipe, tu vois qu'en fait Bobby, c'est pas une superstar, c'est un bon joueur, mais c'est pas une superstar. Et donc quand quelqu'un comme LeBron James, et il y en a plein des joueurs comme ça dans la carrière de LeBron, qui arrivent à rendre des joueurs qui sont entre guillemets normaux, Average. Comme des superstars, à certains moments, tu te dis ouais, ce type est fort quand même. Ce type est fort. Et c'est ça que moi, je vois en LeBron, Bien sûr. que je trouve qu'il y a personne d'autre qui arrive à rendre les joueurs comme ça. Bien sûr. Après, on va parler des titres, il a moins de titres que Mike, etc. Ça, c'est encore des autres discussions. Mais moi, je pars du principe que si tu veux construire une équipe, tu l'as construit avec LeBron James et tu sais que tu vas gagner. Ouais. Tu sais que tu vas gagner. Ouais. Tu sais que tu arriveras, même si tu n'as pas les meilleurs joueurs dans ton équipe, tu arriveras quelque part. Exactement. Tu vois, et c'est pour ça que moi, je tu prends définis un GOAT. En tant que GOAT. Très, très bien. Donc, je pense que ton choix, il est correct. Je pense que ton choix, il est correct. Mais moi déjà de un, pour finir sur ce sujet de LeBron James, moi, j'aurai 42 ans dans 2 mois. Lui, il en a 40, il en aura 41, je pense en novembre ou en décembre. Bref, moi aussi, j'ai un peu pris ce truc-là de lui, de pouvoir jouer différentes positions, de pouvoir garder un certain physique, et de pouvoir just, play different positions, being able to score, to guard, to pass, et pour moi, ça m'a fait énormément de bien parce que je pense que j'ai pu gagner du temps de jeu grâce à ça. Eh bien, s'il y a mon meneur qui est foul trouble, mon coach, avec ma taille, mon coach a la confiance de me mettre en meneur. Si mon shooting guard ne met pas de shot, mon coach peut faire le même play pour que moi je prenne le shot. S'il y a un joueur de l'autre côté qui marque énormément de points et mon coach dit quelqu'un va arrêter, When, you could take on this challenge here. Donc, et ça, même pour les jeunes aussi, donc je pense que c'est le message, c'est que je pense que c'est mieux de pouvoir être polyvalent. C'est mieux. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent shooter à 3 points, shot, 2 points shot. Mais work on your ball handler, man. Work on your defense, and then work on your shot too, Et ça te donnera plus de chances, comme ça, tu n'es pas directement catégorisé en tant que shooter ou en tant que défenseur. Ok. Et voilà, on arrive à la fin de l'entretien. Ouais. Une dernière question Dis-moi. pour terminer. Si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, qu'est-ce que tu changerais ou est-ce que tu changerais quelque chose? Changer une décision? Une décision. Ou changer un acte? Un acte, une décision, un moment. Dans ma carrière de basket, je changerais... encore une fois,
je sais pas où est-ce Où est-ce que tu serais? Mais c'est ça on un arriverait. peu le but du jeu, là. Mais Après, t'es pas obligé de changer, hein. non, pas de changer, mais c'est un truc auquel j'ai pensé souvent. C'est comment est-ce que je me suis blessé en France. Euh, euh, j'étais à 2 doigts de faire la NBA. J'ai dû aller en France et jouer en France. Et ma première année en France, j'ai chuté à 40% à 3 points, chose que les équipes aiment voir. J'ai une moyenne de 12 points, 5 rebonds. Je jouais 2-3. Et comme rookie, c'est excellent. C'est excellent. Et donc, j'ai perdu. J'étais runner-up for Rookie of the Year. Et c'est Nicolas Batum qui m'a battu. Qui, lui, après, l'année d'après, va en NBA et fait une carrière jusqu'à aujourd'hui. Okay? Et donc, la fin de ma saison en France, ma première saison, je me blesse. Mais je me blesse. Le coach me sort avant la mi-temps et je fais un gros match. Donc, première mi-temps, je crois que j'ai 16 points en première mi-temps. Et il me fait sortir du match avant la fin du deuxième quart-temps. Et je me demande, mais pourquoi est-ce qu'il me sort? Et je m'assieds sur le banc et je suis là, mais pourquoi est-ce qu'il me sort, quoi? Et il reste 30 secondes ou un truc comme ça. Et John Cox a une faute. Donc, il fait sortir John Cox et il regarde sur le banc et il me voit et je ne suis pas content d'être sorti. Et donc, il me dit, OK, rentre. En première mi-temps. Et je rentre sur le terrain et il me donne la balle pour le dernier shot de la première mi-temps. Donc, j'attends, top of the key, shot clock going down, et j'attaque avec 6 secondes et je vais au panier. Je mets mon lay-up et le big qui veut bloquer la balle de derrière tombe sur mon dos. Et quand il tombe sur mon dos, ma jambe va sur le côté et je me fais les croisés. Et donc, j'y pense souvent, je me dis, Wen, t'aurais dû just chill the fuck out. Le coach t'a sorti, à la mi-temps, t'as 16 points, sors. Il y a la deuxième mi-temps. Et donc ça m'a toujours un peu... Alors des fois, même maintenant, en match, quand le coach me sort, ma première réaction, c'est « Why is he taking me out ?» Et puis après, c'est « Maybe it's for a bigger reason. » Tu vois? Et là, ça me calme un peu quand une fois que je suis sur le banc. Parce que comme tout athlète ou high-level competitors, personne ne veut sortir du match. Hein. Bien sûr. Et donc, c'est là où j'ai appris the hard way. Go sit your ass down, take this break, and you always have a chance to come back. Ok. Je pense que c'est une bonne façon de terminer ça. En tout cas, merci. Et ça a été toi. un plaisir d'échanger avec toi sur ce podcast. Ace, the mindset. Ça a vraiment été un J'adore. plaisir. Merci de m'avoir reçu. Non, franchement, c'était vraiment une bonne conversation et je pense que ça va donner un état d'esprit différent à beaucoup de gens. J'espère aussi. Les jeunes Belges aussi. Moi, je suis là. Je suis super joignable. Ça, je veux que tout le monde le sache. Je suis super joignable. IG, je suis super joignable, que ce soit pour un entretien, juste pour parler avec un parent, pour les idées qu'ils ont pour leurs enfants, pour l'étranger ou ici, ou pour développer juste basket ou pour s'entraîner. Moi, je suis super joignable et si j'étais plus jeune, eh ben, je me contacterais moi pour avoir des réponses ou pouvoir m'entraîner, avoir un entretien pour juste m'améliorer, quoi. Je pense que le message est passé. En tout cas, merci d'avoir suivi cet entretien jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui arrivent, les shorts, etc. On va essayer de reprendre un rythme soutenu. Je sais, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça. Désolé encore, mea culpa. On va essayer de reprendre un rythme soutenu. Mais abonnez-vous à la chaîne sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et comme ça, vous pouvez suivre le podcast Le Mindset. Wen, merci encore. Le mindset. We out. Peace.